Depuis 3 siècles, génération après génération, des centaines de millions d'ouvrières et d'ouvriers font tourner les machines de notre monde industriel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qui les sépare? L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce monde qu'ils ont créé? Les premières traces d'inégalité sociale, apparues en Europe il y a 7000 ans seulement, sont dérisoires. Des squelettes de chefs enterrés avec armes et bijoux, symboles de leur nouveau pouvoir et des richesses acquises par l'exploitation du travail de ceux qui leur sont soumis. C'est l'esclavage, antique et moderne, le servage médiéval. Mais à partir du XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'exploitation se généralise en Europe. Son lieu, c'est l'usine, où travaillent des hommes libres, en théorie, ceux qu'on appelle des ouvriers. Ghislaine Tormos, ouvrière dans l'industrie automobile. On a des boîtes avec des milliers de vis. Si on doit prendre 3 vis, on ne prendra que 3 vis, on n'a pas besoin de regarder. Nos doigts sentent les 3 vis. Et combien de fois je prends dans la boîte, je me dis, je vais bien en prendre 5 quand même. Non, il y a toujours ces 3 vis. Si je dois en mettre 4 de l'autre côté, ce sera 4 vis que ma main va prendre. Elle en prendra pas 5. Et on sent si une petite 4e vis veut s'accrocher. Non, c'est assez impressionnant en fait, la façon dont on est conditionné. On est super conditionné. Je suis sûre que même les yeux fermés, on est capable d'éviter les voitures qui passent, tellement le corps, les odeurs, les bruits, le son, et puis ces sonneries continuelles. Dès qu'on fait des bêtises, ça sonne. Ou ça sonne pour la prise d'équipe, ça sonne pour la fin d'équipe, ça sonne parce que vous avez fait une connerie, ça sonne. Donc toute la journée, vous êtes avec ces sonneries débiles. Ta-na-na-na, na-na-na-na. Celle-là, c'est pour les pauses. Et l'autre, c'est... Ta-na-na, 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 ta-na-na. Ça, c'est quand on fait des conneries. Ça, voilà. Donc ça, c'est pour avertir qui, on ne sait pas. Mais alors, vous avez des grands panneaux qui ciblent bien l'endroit. Donc au moins, le chef, même s'il est loin, il sait qui fait sonner la ligne, quoi. Il y a cette expérience individuelle de chaque ouvrière, de chaque ouvrier. Mais il y a aussi cette autre réalité, imprimée dans notre imaginaire collectif par le cinéma depuis ses débuts, la sortie d'usine. Celle-ci a été filmée en 1900, en Angleterre, près de Manchester. Des centaines d'ouvriers d'une usine de machinerie textile. Une masse, une classe. La classe ouvrière, disait-on alors. Une simple évidence, visible par tous, comme le raconte un ouvrier de la grande aciérie italienne de Terni, enregistré par l'historien Alessandro Portelli. Quando uscivano gli operai dall'acciaieria, l'acciaieria Terni, cioè tu non dovevi trovarti nella strada, la incontravi mai quando uscivano le uscite, cioè era la Fiumana, ma guarda, pensare ai tori così dove a Pamplona, queste biciclette, perché erano tutte biciclette, come un fiume di biciclette e travolgevano tutto, guarda, non dovevi trovarti sulla strada in nessuna condizione, in nessuna direzione, né contraria e nemmeno perché venivi sollevato e trascinato via come le anche di fango adesso, di sarno. Quelli era la classe operaia, cioè tu volevi vedere la classe operaia, dovevi andare alle 2 quando usciva il turno, perché entravano un po' la spicciolata, ma quando uscivano era proprio una rottura di notica, come un trombo che occupava tutto il lume dell'arteria.
era una cosa impressionante. Ancora negli anni 70 era ancora uno spettacolo orrido, veramente, ti metteva paura. E lui dice, Il parle là de la fin des années 60. Et il dit que c'était un spectacle horrible, qui faisait peur. En même temps, il n'emploie que des mots qui expriment l'émerveillement. Et cette dualité, je l'ai rencontrée dans tous les récits ouvriers où se mêlent terreur et beauté. C'est comme une synthèse. Ce fleuve humain est à la fois merveilleux et terrifiant. Et ça, c'est la synthèse du sublime pour les romantiques. Le sublime, c'est, pour Giacomo Leopardi par exemple, grand poète italien, c'est l'éruption du Vésuve qui est terrifiante et extrêmement belle à la fois. La différence avec ce que j'appelle le sublime ouvrier, c'est que l'éruption du Vésuve ou le ciel étoilé dont nous parle Kant sont soit des phénomènes naturels, soit l'œuvre de la création divine. Ici, l'usine est un sublime profondément humain. Dans la vallée de la Tyne, au nord-est de l'Angleterre, les vestiges d'une des toutes premières aciéries datant de 1730. D'autres ruines, plus récentes, comme on en voit aujourd'hui partout en Europe, celle de l'aciérie de Serein en Belgique. Les ruines du XVIIIe siècle et celles d'aujourd'hui marquent le début et la fin d'une révolution sans précédent, dont ouvrières et ouvriers ont été à la fois moteurs et carburant, héros et victimes. Noël 1977, dans le Yorkshire, en Angleterre. Les Sex Pistols donnent leur dernier concert avant la dissolution du groupe. C'est un concert militant, pour les enfants de pompiers en grève, au Grand Pitcher Theatre d'Huddersfield. L'Angleterre industrielle est alors en pleine crise sociale. À Huddersfield, comme ailleurs, les usines ferment les unes après les autres. Ce sont surtout des filatures, certaines vieilles de plus de 2 siècles. Car c'est avec la croissance spectaculaire de la production textile, dès le début du XVIIIe siècle, que tout a commencé. Elle est portée par l'exploitation de centaines de milliers d'esclaves noirs dans les champs de coton du continent américain, qui fournit la matière première à moindre coût. Avant même tout progrès technique, cette croissance du marché du textile provoque un bouleversement complet de la chaîne de fabrication. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière, avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. La nouvelle économie, centrée sur le commerce et la recherche du profit maximum, a également bouleversé les campagnes. Les champs autour d'Huddersfield en portent encore la trace. Alan Brooke, ancien mineur devenu historien. Autrefois, une grande partie de ces landes étaient des terres communales. Tout le monde y avait accès. Mais au début du XVIIIe siècle, elles ont été clôturées. Les riches industriels, les dirigeants de manufactures, les propriétaires terriens et les fermiers les ont confisquées pour leur propre usage. Ils les ont entourées de kilomètres de murs de pierre sèche. Avant ça, les paysans dépendaient des terres communales pour leur subsistance. Mais une fois privés de cette ressource, ils ont été forcés de partir dans les villes pour trouver du travail dans l'industrie textile qui était en pleine expansion. La force de travail utilisée dans les premières usines a donc été obtenue par la contrainte. Non pas qu'on ait employé la violence physique pour chasser les gens de leurs terres, mais l'évolution du contexte économique faisait que leur ancien mode de vie n'était plus viable. Pour survivre, ils devaient partir en ville et travailler à l'usine. La contrainte n'était pas manifeste, mais elle n'en existait pas moins. Et clôturer les terres a été l'un des moyens d'obliger les paysans à aller chercher du travail dans les nouvelles villes industrielles. La dictature de l'horloge a remplacé la dictature de la nature. Mais la nature est un maître bien plus aimable. En Angleterre, cette confiscation des terres communes s'appelle pudiquement enclosure, clôturage. Dans les Highlands écossais, on parle plus franchement de clearance, nettoyage, comme dans nettoyage ethnique. Le nettoyage, ce sont des hommes en armes au service d'un seigneur local qui chassent de chez eux les petits paysans, parfois en une seule nuit, et détruisent leurs maisons pour les empêcher de revenir. Les paysans sont remplacés par des moutons, le commerce de la laine étant alors particulièrement rentable. Le hameau d'Harriconan a été nettoyé en 1848. Arthur McIvor, historien. En utilisant la fortune qu'ils avaient amassée grâce à leurs plantations en Jamaïque, grâce au commerce du rhum, des épices, du coton et des esclaves, les Malcolm de Poltalloch, qui possédaient des terres ici, ont décidé de rationaliser leurs techniques agricoles et de détruire peu à peu les formes d'agriculture traditionnelle. Ils faisaient en sorte de se débarrasser des métayers afin d'agrandir leurs fermes en les faisant fusionner, pour ensuite y amener des moutons. L'idée derrière tout ça était de créer un système agricole plus rentable et tourné vers le commerce. Ces expulsions forcées de paysans écossais, ces clearances, qui se sont poursuivies tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, ont eu des conséquences très importantes. Des dizaines de milliers de métayers écossais sont partis à l'étranger ou ont migré vers les villes industrielles. Par conséquent, sans les bouleversements qui, en affectant les campagnes, ont fourni la force de travail nécessaire aux usines et aux mines, l'industrialisation n'aurait tout simplement pas été possible. Dans les Highlands, les clearances ont détruit les modes de vie traditionnels liés à la culture gaélique. Ils les ont anéantis. De la même manière, si on fait un saut dans le temps, on voit la destruction d'une classe ouvrière particulièrement dynamique et de son mode de vie lors de la désindustrialisation à la fin du XXe siècle. On peut donc parler de schémas récurrents.
À 2 siècles de distance, on voit le même mépris des valeurs humaines et la prédominance d'un système anonyme fondé sur la compétition. Les clients de ce supermarché du nord-est de l'Angleterre ne se doutent pas qu'il roule sur les vestiges d'une des plus anciennes usines du Factory System anglais. Ils ont été découverts lors de la construction du magasin et on s'est empressé de les recouvrir, ne gardant que cette cheminée plus tardive et pieusement restaurée. Fondée en 1690, la manufacture qui fabrique des clous pour la marine et des chaînes et des fers pour la traite des Noirs emploie 300 ouvriers. Les opérations restent artisanales, mais elles sont rassemblées en un seul lieu, clos par un mur. Le maître de forge Crowley fournit matières premières, outils et logements aux ouvriers, ce qui lui permet de contrôler leur vie tout entière. Les machines sont mues par l'eau de la rivière Derwent, comme les moulins d'antan. Mais son débit est régulé par un réseau complexe de canaux et de bassins qui permettent d'assurer la continuité de la production. Dans les vestiges, on a retrouvé la signature de Crowley lui-même, qui, après avoir domestiqué la nature, a entrepris de domestiquer ses ouvriers. C'est un pionnier en la matière. Le premier à mettre en pratique la célèbre formule de l'humoriste Coluche. Crowley était convaincu que si les ouvriers n'étaient pas fatigués, s'ils avaient suffisamment dormi, ils travailleraient de manière plus productive. Le soir, on sonnait donc la cloche à 21h. C'était une sorte de couvre-feu. À cette heure-là, les ouvriers étaient tenus d'être au lit, en train de dormir. On sonnait également la cloche plusieurs fois au cours de la journée, au moment de la pause, au moment du déjeuner, et ainsi de suite. Les ouvriers étaient constamment maintenus sous pression. La cloche sonnait, ils se mettaient au travail. La cloche sonnait, ils allaient au lit. La cloche sonnait, ils avaient une pause. C'est de cette manière-là que le Factory System, la discipline d'usine, a véritablement commencé, puisque jusque-là, ceux qui travaillaient à domicile étaient maîtres de leur rythme de travail. Ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Ils n'étaient pas soumis à la contrainte d'un emploi du temps strict. Crowley est aussi l'auteur du plus ancien règlement d'usine connu. Plus d'une centaine d'articles visant à plier la nouvelle population ouvrière à l'ordre de l'usine. L'article 103 traite sur 8 pages de la seule question du temps. Ayant découvert que parmi les ouvriers que je paye à la journée, certains peu scrupuleux n'accomplissaient pas le travail d'une journée en échange du salaire d'une journée, je déclare que 80 heures de travail hebdomadaire doivent être des heures de travail effectives. Déduction faite du temps passé dans les tavernes, dans les débits de boissons, dans les cafés, ainsi que du temps passé à déjeuner, à dîner, à jouer, à dormir, à fumer, à chanter, à lire les nouvelles, à se disputer, à se quereller, à débattre de toutes choses sans rapport avec mon usine et ne me concernant aucunement. En d'autres termes, il dit, si vous travaillez pour moi, vous devez vous consacrer entièrement aux tâches que vous exécutez pour mon entreprise. Mes ouvriers n'ont aucune excuse pour boire un verre, prendre un café, se disputer entre eux ou quoi que ce soit d'autre. Et si un travailleur transgressait l'une des lois édictées par Crowley, il était jugé par une cour spéciale au sein de l'usine pour non-respect de ses règles. On devrait faire la même chose aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises.
Métropolis, un film de Fritz Lang. Le contrôle du temps est au cœur de la nouvelle économie marchande. Le temps mathématiquement mesuré qui synchronise aussi bien les hommes que les échanges. Le temps, de l'argent pour les uns, un carcan pour les autres. Jusqu'au milieu du 19e siècle, certaines usines anglaises interdisent aux ouvriers d'avoir leur propre montre sous peine de confiscation, voire de licenciement. Le contrôle du temps appartient au patron, qui à l'occasion n'hésite pas à truquer l'horloge de l'usine, avançant les aiguilles le matin, les reculant le soir, pour voler à l'ouvrier quelques malheureuses minutes. La journée de travail peut durer jusqu'à 16 heures, à quoi s'ajoutent souvent 2 heures de trajet à pied entre la fabrique et la maison. Reste à l'ouvrier 6 heures pour récupérer et reconstituer la force de travail qu'il vendra le lendemain. Mais s'il avait plus de temps, disent les patrons, l'ouvrier le passerait à comploter ou à boire. Le même argument est employé pour maintenir les salaires au strict minimum. Si l'ouvrier gagnait plus que ce qui est strictement nécessaire à sa survie, il ne travaillerait plus que 3 jours au lieu de 6. Et le capital du patron, investi dans les outils de l'usine, cesserait de travailler lui aussi. D'où cet argument, souvent repris par les patrons devant les tribunaux anglais. L'ouvrier qui refuse de travailler 6 jours sur 7 les prive de leur profit, les vole. Jacques Rancière, philosophe. Ce qui est central pour définir l'être ouvrier, et du même coup, on peut dire la souffrance ouvrière, c'est l'absence de temps. Bon, normalement, quand on pense ouvrier, on pense le travail, la pénibilité du travail, les heures de travail, mais comme heure, disons, de souffrance au sens de la difficulté. Ou bien, au contraire, on pense au travail ouvrier comme source de fierté, et ainsi de suite. Or, ce qui m'a frappé, lorsque j'ai lu tous les textes ouvriers des années 1830, 1840, c'est que quand même, le principal problème, c'est le fait que on n'a pas le temps, c'est le fait qu'on est contraint, qu'on ne dispose pas finalement des moyens de vivre, quoi. Et bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai relu La République de Platon, parce que je voulais en quelque sorte m'introduire une perspective par rapport à ma recherche sur l'archive ouvrière, ce qui m'a frappé, c'est que Platon le dit, tout au début de La République, il dit que pour que le travail soit bien fait, il faut que l'ouvrier soit là tout le temps. Il n'a pas le temps d'être ailleurs que dans son atelier ou dans son lieu de travail. Ce qui est évidemment une absurdité, surtout dans un type d'économie relativement primitif, celui dont il parle. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'absence de temps, c'est quelque chose comme une contrainte symbolique. Au fond, c'est ça qui a été reproduit, on peut dire, un petit peu continuellement au fil des siècles. À savoir qu'il y a des gens, ça peut être les ouvriers, ça peut être les femmes, qui ont leur lieu et leur emploi du temps qui est bien assigné, quoi, et qui n'ont pas à s'occuper d'autre chose. Au fond, il y a cette espèce de grand partage fondamental entre ce qu'on appelait dans l'Antiquité des hommes actifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables justement d'avoir la disposition de leur temps, de se fixer des buts d'action, ou même éventuellement de goûter le loisir, et puis ces hommes qu'on disait passifs, qu'on disait parce que, ils étaient censés vivre, font le temps comme une espèce de contrainte, une nécessité de tous les jours, sans aucune possibilité d'avoir des vues à long terme, sans aucune possibilité de sortir du cercle de la contrainte et des besoins matériels. Aujourd'hui en Bretagne, Joseph Pontus, ouvrier intérimaire dans l'industrie agroalimentaire. On a un chef qui n'est pas méchant au demeurant, qui bosse bien avec nous, qui donne un coup de main, etc. Dans un atelier où les gars finissent toujours à leur pile. Il y a des ateliers où ils font généralement du rab, là ils finissent toujours à leur pile. C'était un lundi, donc on était reposé du week-end, tout allait à peu près bien. Il restait 5 vaches à couper. 5 vaches, ça prend 5 minutes. Les gars se concertent entre eux, ils disent « Allez, on n'est pas à 5 minutes près, on va faire les 5 vaches. » Ils font les 5 vaches, c'est la première fois de ma vie que je les voyais faire du rab.
Le chef vient les voir, leur dit merci, merci. C'est comme si sa vie en dépendait des 5 vaches qu'il avait. Le lendemain, on finit 10 minutes en avance. 10 minutes en avance. On se dit, bon, voilà, il va nous laisser partir, il va pas nous faire chier pour... Le même chef, il fait, ah bah il y a des vaches qui ont été tuées du jour, là on peut s'en tuer une dizaine, comme ça on prend de l'avance pour demain. Et je crois qu'en rentrant ici, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré de... Déjà de cette humiliation, enfin... Oui, d'humiliation, quand même. C'est complètement comme une humiliation. D'incompétence du chef, qui est un bon bosseur, hein, mais je pense qu'il n'a jamais fait d'école de management ou de ressources humaines ou quoi que ce soit, de ne pas comprendre à quel point c'était du mépris envers les gars de ne pas leur filer 10 minutes. Ce temps-là, il est tellement précieux, tellement... On se rend pas compte, moi je m'étais jamais rendu compte à quel point le temps était précieux. La principale phrase qu'on dit à l'usine, c'est est-ce que quand quelqu'un te demande un truc, c'est non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as toujours quelque chose à faire. Toujours. Et là, pour 10 minutes où il s'est rien passé en plus, une petite humiliation supplémentaire et tu vas encore bosser 10 minutes. Once our valleys were ringing with sounds, oh, children singing, but now sheep bleat in the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, une filature de coton écossaise du début du 19e siècle. Elle est en pleine nature, au bord de la rivière Clyde, à quelques kilomètres du vieux village de Lanark. Ce qui surprend d'emblée, c'est la taille du site, qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour l'époque. Il regroupe les ateliers de l'usine et les habitations, où sont logés les milliers d'ouvriers et leurs familles qui vont travailler et vivre ici jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est une véritable cité ouvrière, avec son église et son cimetière, où l'on peut encore lire le nom de quelques paysans des hautes terres écossaises qui ont échoué ici après avoir été chassés de leur village. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, the flames fired clear mountain air, and many were dead in the morning. Comme toutes les grandes filatures de l'époque, New Lanark est implantée au bord d'une rivière, la Clyde, dont elle dépend pour faire tourner ses machines. Au début du XIXe siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du XVIIIe siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque. La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants,
les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures. La filature de New Lanark était aussi une véritable attraction touristique. On venait admirer son extraordinaire horloge qui, dit-on, était reliée aux machines et permettait même de mesurer le volume de la production. Mais la réputation de New Lanark était avant tout liée à celle de son propriétaire, Robert Owen, un patron philanthrope et novateur. Owen est passionné de phrénologie, une science nouvelle qui assigne les facultés humaines à différentes zones du crâne et à leur relief. De cette vision matérialiste, Owen conclut que l'homme est perfectible. Et appliquant aussitôt cette découverte dans l'usine, il invente le Silent Monitor, le surveillant silencieux. Un petit bloc de bois accroché au-dessus de chaque poste de travail, dont les faces colorées permettent au contremaître d'afficher la performance du travailleur. Blanc, excellent. Bleu, moyen. Jaune, bien. Noir, pas bien du tout. Visible par tous, le Silent Monitor crée, dit Owen, une saine émulation, un nouvel esprit dans l'entreprise. Mais la grande fierté d'Owen, c'est l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants de la filature. Appelée Institut pour la formation du caractère, c'est une initiative unique à l'époque qui utilise les méthodes les plus modernes d'enseignement par l'image. Aux visiteurs de marque, on offre un spectacle de danse donné par les enfants. Une vision de ce monde nouveau dont rêve le patron philanthrope, mais qui laisse parfois un sentiment de malaise. En voyant ces enfants manœuvrer avec une parfaite régularité, dit un ami d'Owen, j'ai pensé à des marionnettes qui seraient elles-mêmes mues par la grande roue de l'usine. Owen exerce ici un contrôle absolu, comme s'il était le maître d'une plantation d'esclaves. Mais cette tyrannie paternaliste vaut mieux que la tyrannie tout court, que subissent les ouvriers anglais tout au long du XVIIIe siècle. Associations ouvrières et grèves sont interdites par la loi, car portant atteinte à la liberté du commerce. Seules les professions les plus anciennes sont suffisamment organisées pour s'y risquer. Comme les débardeurs de charbon de Londres, qui font entrer le mot « strike », grève, dans la langue anglaise, lors de leur grande grève de 1768, au cours de laquelle ils obligent les bateaux à abattre leurs voiles, strike sails, pour les immobiliser à quai. À défaut de grève, on a recours à des formes de lutte héritées de la tradition paysanne. L'émeute à l'ancienne, spontanée et sauvage, provoquée par la famine ou l'augmentation du prix du blé, et souvent menée par des femmes. On s'attaque aux spéculateurs, on exige le juste prix. L'insécurité sociale est totale. Sans contrat,
Sans protection, à la merci des fluctuations du marché, l'ouvrier est tout le temps menacé du pire. Tombé dans l'absolue pauvreté, qu'une autre série de lois, dite loi des pauvres, traite comme un délit. Sans travail et sans ressources, l'ouvrier est condamné au workhouse, la maison du travail, un véritable bagne pour adultes et enfants. Entre les lois interdisant les syndicats et les lois criminalisant la pauvreté, les ouvriers qui n'ont pas le droit de vote se trouvent prisonniers d'un véritable carcan législatif. Voici Enoch, le grand marteau. C'est une réplique fabriquée en 2012 pour célébrer la révolte des Luddites. C'est une copie et pas l'original. Mais si on voulait l'utiliser pour casser des machines, il ferait du bon boulot. Et voici le véritable Enoch, le grand marteau dont les habitants du Yorkshire, au nord de l'Angleterre, se servent en 1812 pour détruire les nouvelles machines qui menacent leur survie. Aujourd'hui, le marteau repose dans une vitrine du musée d'Huddersfield, cerné par les matraques des forces de l'ordre et l'épée d'un des soldats que le gouvernement a envoyé par milliers pour mettre fin à la plus importante insurrection que l'Angleterre a connue depuis le XVIIe siècle. Les insurgés sont des artisans de la laine, cardeurs et surtout tondeurs, qui tondent le drap de laine pour le rendre plus lisse, avec de lourds ciseaux dont la manipulation demande beaucoup de force et de métier. La tondeuse mécanique n'exige ni l'un ni l'autre. En 1812, son emploi commence à se répandre dans le Yorkshire, et les tondeurs réagissent en attaquant les fabriques qui utilisent ces nouvelles machines. En l'espace de quelques mois, plusieurs centaines de tondeuses mécaniques sont détruites. Les fabricants promettent des récompenses. L'armée occupe la région et le Parlement vote une loi punissant de peine de mort le bruit de machines. On arrête, on juge, on l'exécute. Mais le mouvement n'est pas uniquement corporatiste. Le mythique général Ludd, dont se réclament les insurgés, est un redresseur de tous les torts, dans la tradition de Robin des Bois. Seul le général Ludd peut faire le bonheur des pauvres, dit se laisser passer pour une réunion secrète. Come, cropper, lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown, and strike each haughty tyrants down with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, the gallant lads for me, who with lusty stroke the sheer frames broke, the cropper lads for me. Les seules images que l'on a des insurgés luddites sont celles de la propagande gouvernementale qui en fait de lâches pillards déguisés en femmes pour attaquer. Et dans la mémoire populaire, ce sont des héros dont on chante les exploits. And night, fine night, when all is still, and the moon is hid behind the hill. We forward march to do our will, with hatchet, pike and gun. Great Enoch still shall lead the van, stop him who dares, stop him who can. Press forward every gallant man with hatchet, pike and gun. Come all you croppers of stout and bold, let your faith grow stronger still. These cropping lads in the county of York broke the shears at Horsfall's mill. They broke the shears and the windows too, set fire to the Taslin mill. They formed themselves all in a line, like soldiers at the drill. Pour les attaques les plus spectaculaires, plusieurs centaines de luddites se rassemblent de nuit sur les landes des environs d'Huddersfield. La discipline est quasi militaire. Tous ceux qui sont là ont prêté serment. Un geste qui les engage d'autant plus qu'une nouvelle loi punit ces serments illégaux de déportation aux colonies.
Je fais le serment solennel de ne jamais révéler à quiconque, en quelque endroit que ce soit sous la voûte céleste, le nom des personnes qui composent ce comité secret, leur lieu de rendez-vous, leur domicile, ou toute autre chose permettant de découvrir leur identité, que ce soit par des mots, des actes ou des signes, sous peine d'être envoyé dans l'autre monde par le premier des frères qui croisera mon chemin. Je fais également le serment de tout mettre en œuvre pour que le traître soit puni de mort, s'il devait un jour s'en trouver un parmi nous, et ce, où qu'il soit, de le poursuivre de ma vengeance jusqu'aux confins de l'univers. Que Dieu m'aide à garder ce serment inviolé. Amen. C'était du sérieux parce qu'ils étaient persuadés qu'en cas de trahison, ils seraient châtiés, si ce n'est par les Luddites eux-mêmes, du moins par Dieu. Le problème avec les Luddites, comme avec de nombreux mouvements ouvriers, surtout à cette époque, c'est qu'en tant que membres d'une organisation clandestine, ils ne pouvaient ni ne voulaient garder de traces écrites de leurs réunions. Nous n'avons aucun témoignage direct de la manière dont ils se représentaient leurs actions ou de la nature exacte de leurs motivations. Ils constituent une transition entre les anciennes et les nouvelles formes de lutte. Ils relèvent des deux. D'un côté, ils sont tournés vers le passé et le système de production domestique qu'ils veulent maintenir. De l'autre, les formes d'organisation et de lutte auxquelles ils sont obligés de recourir sont tournées vers l'avenir, vers le nouveau système industriel qu'ils essaient de combattre. C'est pour ça qu'à mon avis, les Luddites sont très importants. Ils incarnent une transition entre les anciennes formes de lutte ouvrière, et même paysanne, et la nouvelle classe ouvrière de l'ère industrielle. Les Luddites ont perdu leur combat contre la mécanisation. Puis leur histoire a été occultée par un mouvement ouvrier épris de respectabilité et de progrès technique. Ne restent que quelques monuments locaux, comme cette borne autour de laquelle ils se sont rassemblés pour une de leurs attaques. C'était en 1812, la borne était alors en pleine campagne. Huddersfield, en 1847. 30 ans après l'insurrection, la révolution industrielle montre son nouveau visage. Avec ses fumées de cheminées d'usines, ce train qui passe dans le lointain. L'énergie vapeur remplace l'ancienne énergie hydraulique, fixant l'image du monde industriel pour le siècle à venir. Symbole de modernité et de progrès, l'énergie vapeur est une mine d'or pour les caricaturistes. Pour les ouvriers, c'est moins drôle. L'introduction de l'énergie vapeur oblige les ouvriers à rivaliser avec des machines dont la puissance et la vitesse sont décuplées. Les cadences sont de plus en plus élevées. Les accidents se multiplient. C'est la rançon du progrès technique, dit-on, hier comme aujourd'hui. J'ai une dame une fois qui m'a demandé, qui m'a dit, mais justement avec l'automatisation, c'est pour le bien-être des ouvriers, vous devriez être content. Je lui ai dit, mais madame, moi, plus un robot va vite, plus je suis obligé, moi, d'aller vite. Ça n'a rien apporté à l'ouvrier, en fait. L'ouvrier, il est obligé de s'adapter à la cadence d'un robot. Et il va de plus en plus vite. Et nous, on a les capacités qu'on a, physiquement. J'étais sur le poste des C2, je faisais les petites voitures C2, et je faisais les portes. J'avais plus de 6 tonnes par jour, en fait, en portant les différents matériaux que j'avais à donner pour construire une porte. C'était 6 tonnes par jour, mais aussi il y a le danger.
c'est du galva, c'est des lames de rasoir. Faut constamment faire attention à son visage, même si on est protégé au niveau des mains, des yeux, mais il y a toujours cette notion de danger qui est là. Face à ces nouvelles machines meurtrières, les ouvriers retrouvent les gestes ludites. Comme lors de cette insurrection des tisserands de Silésie, en 1844, reconstitué dans Les Tisserands, un film allemand des années 20. On n'a pas de témoignage direct de ces ludites allemands, mais un roman de l'époque leur donne la parole. Stefan Berger, historien. Si nous voulons faire comme les Anglais, nous devons détruire les machines à vapeur et réduire les maisons de torture, c'est-à-dire les usines, à néant. Mes 2 fils sont au lit à la maison. Il y a 1 an, ils étaient en parfaite santé. Maintenant, l'un a perdu une main, l'autre un pied. Le laminoir les a écrasés. Jusqu'à la fin de leur vie, ils seront 2 estropiés qui travailleront jour et nuit pour gagner quelques sous, en tissant des paillassons. Monsieur Süsslich, le propriétaire de l'usine, ne leur a pas donné 1 sou de compensation. C'était leur faute, a-t-il dit. Lui et le monde en général n'ont que faire des estropiés. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient morts. Fin de citation. Ce témoignage montre la perception qu'a son auteur de l'immoralité des propriétaires. Ils ne pensent qu'au profit et n'éprouvent aucune forme d'empathie pour les ouvriers, qui, en bout de chaîne, travaillent sur les machines, qui souffrent à cause d'elles, qui sont victimes d'accidents et qui restent marqués à vie par ce qu'ils ont enduré en travaillant sur les machines. La conséquence que certains en tirent est qu'il leur faut détruire ce qui les oppresse, c'est-à-dire les machines. On voit que l'Angleterre est prise comme référence, puisque c'est là-bas, bien sûr, que se sont développées les premières formes de ludisme, les plus répandues et les plus extrêmes aussi. Sans doute parce que c'est dans ce pays-là que le nouveau régime industriel a d'abord été établi. C'est donc 20 ou 30 ans après le mouvement ludite en Angleterre que cette révolte contre les machines fait son apparition dans les États allemands. Bien sûr, les gens savent que ça s'est déjà produit en Angleterre. En ce sens, la révolution industrielle britannique et l'expérience qu'en a faite la classe ouvrière anglaise sont des modèles pour les ouvriers du continent. Au moment même où l'Angleterre invente un nouveau monde industriel, la Révolution française, vue ici par le cinéaste Abel Gans dans le film Napoléon, invente un nouveau langage politique décrétant, du moins en principe, les droits de l'homme et du citoyen. En Angleterre, ce langage est repris par un petit groupe de radicaux, artisans et écrivains, dont le poète William Blake, critique virulent du factory system et de ces grandes usines qu'il appelle les moulins de Satan. Les riches chantent les louanges de Dieu, du prêtre et du roi qui bâtissent leur paradis sur notre misère, dit l'un de ses poèmes. Mais la répression et la guerre avec la France qui éclate en 1794 contraignent ces révolutionnaires anglais à la clandestinité. La propagande gouvernementale se déchaîne contre les sans-culottes sanguinaires et les partisans sataniques du suffrage universel. Elle prend tout particulièrement pour cible Thomas Paine, l'auteur du pamphlet Les droits de l'homme, tiré en 1794 à 200 000 exemplaires, largement diffusé parmi les mineurs et les ouvriers, au grand désespoir des autorités, dont les partisans aimeraient voir Paine pendu. Après la fin de la guerre avec la France et l'échec de l'insurrection ludite, les idées radicales réapparaissent au grand jour et se propagent parmi les ouvriers, grâce à plusieurs journaux illégaux, au titre évocateur « La Gorgone »,« Le Nain Noir »,« La Méduse ». Ces journaux sont systématiquement interdits.
Les journalistes emprisonnés. Les vendeurs condamnés à être fouettés en public. Les ouvriers n'ont pas à penser, déclare un lord anglais. Pas plus que les lords n'ont à travailler sur les métiers et les machines. Des idées radicales émergent. Le monde est divisé en deux grandes classes, ceux qui produisent, la classe productive, et ceux qui profitent, les parasites, lit-on dans la Gorgone en 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. En août 1819, 60 000 ouvriers et artisans se rassemblent à Manchester pour écouter le célèbre orateur radical Henry Hunt et réclamer la démocratisation politique et le droit de vote pour tous. L'armée charge la foule, faisant 15 morts. Le gouvernement montre ainsi qu'il est prêt à écraser toute manifestation pacifique avec la même vigueur que l'insurrection luddite. Le massacre de la place Saint-Peter, surnommé Peterloo, par dérision et par référence à la bataille de Waterloo gagnée 4 ans plus tôt, deviendra l'acte de naissance officiel du mouvement ouvrier anglais. La mémoire de ces victimes est célébrée sur cette ancienne bannière politique, conservée au musée d'Huddersfield, à quelques pas du marteau luddite. Elle date de 1820 et sera de toutes les manifestations ouvrières du XIXe siècle. Elle réclame le suffrage universel, la liberté pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'abolition de l'esclavage. Ne suis-je pas un homme et un frère ? Formulée dans l'ancien langage de la Bible, cette revendication sera le legs des premières générations d'ouvriers anglais aux générations suivantes. Vouloir être reconnu comme égaux, être humain à part entière, homme parmi les hommes. La première fois, comme dans toutes les usines, c'est l'odeur. L'odeur infecte. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout de 2-3 jours, l'odeur, on s'habitue. On ne se sent même plus. Les premiers jours ici, je venais en bus. Le bus, il s'arrête pas loin là-bas. Et quand je revenais de ma journée de boulot, j'étais seul à ma place dans le bus, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Les gens, ils peuvent aussi repartir par bateau pour aller de l'autre côté de la rade. Et ceux qui bossent ici, on les sent. Mais nous, on ne se sent plus. Et au bout de 2 jours, on ne sent plus la crevette, on ne sent plus le poisson, on ne sent plus rien. Là, je bosse à l'abattoir, je sens plus la viande. Il paraît que j'ai une odeur de mort quand je rentre. Le premier truc qui surprend, c'est l'odeur. Après, ce qui surprend énormément, c'est ce rapport au temps qui avance de manière inflexible. C'est absolument terrifiant, en fait. D'un côté, c'est le temps qu'avance d'une manière... le temps de la chaîne qu'avance d'une manière effrayante et implacable, et de l'autre côté, c'est le temps de la journée de travail qui n'avance pas. C'est-à-dire que les journées sont infiniment longues, infiniment pareilles. On n'en voit pas le bout. À peine on est sorti de là, on a quelques heures pour se reposer, aller dormir très rapidement. Et le lendemain, c'est la même. Toujours ce monstre de métal là qu'on voit en face. Je suis sûr que si on revient là dans 20 ans, ça sera pareil. Rien n'aura changé. Il y aura toujours une production à assurer. Il faut que la production continue. Et à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui sont complètement interchangeables. On s'en fout de leur histoire, on s'en fout de leur passé, on s'en fout de leur vécu, on s'en fout de leur douleur, au dos, aux bras, aux jambes.
mais il faut que la production continue. La plaine de Waterloo en Belgique. C'est ici qu'en 1815, la Grande-Bretagne et ses alliés ont triomphé de l'empire de Napoléon. La Grande-Bretagne est alors la première puissance industrielle du monde, et la Belgique, sa tête de pont sur le continent européen. Symbole de cette entente, le lion de 26 tonnes de fonte qui couronne la pyramide a été coulé dans une aciérie belge fondée par un Anglais à Seraing, près de Liège. Au début du XIXe siècle, la Belgique est seule en Europe à adopter sans réserve le modèle anglais. Les deux pays ont en commun leur libéralisme économique qui favorise le développement des grandes entreprises employant plusieurs milliers d'ouvriers, ce qui en France et en Allemagne reste encore l'absolue exception. En quelques décennies, la Belgique devient ainsi la seconde puissance économique mondiale, juste derrière l'Angleterre. La Belgique, c'est le paradis des capitalistes, dit-on, et l'enfer des ouvriers. La scierie de Seraing en 1840. La même aciérie, un siècle et demi plus tard, filmée par le cinéaste Jean-Claude Riga dans les années 1980. La scierie a fermé en 1990. D'une des plus grandes usines d'Europe, ne reste que cette carcasse rouillée dont personne ne sait que faire. Et des souvenirs d'ouvriers. Un haut fourneau, c'est vivant. Vous chargez de la matière par le dessus, la matière descend dans le haut fourneau, il y a toutes sortes de réactions avec les gaz qui se font. Et en dessous, la matière sort bien ou elle ne sort pas bien. Et donc, des fois, la température idéale, c'est 1480 degrés. Mais des fois, on chutait en dessous des 1400 degrés. Donc, alors là, les matières ne s'écoulaient pas bien, quoi. Et c'est là que les journées étaient les plus difficiles. Oui, je me rappelle bien une fois quand tu étais venu à Kessel, parce qu'il était transféré sur Kessel dans le froid. M'avait un peu expliqué son métier et tout ça, quand tu m'avais fait un peu une caricature du haut fourneau en me disant c'était un estomac, c'est comme un estomac. Tu l'écoutais au bruit et il fallait toujours être attentif au moindre bruit. Dès qu'il y avait un bruit suspect, il fallait tout de suite réagir, quoi, parce que ça pouvait tout de suite tourner à la catastrophe, quoi. On ne riait pas tous les jours, mais c'est là que j'ai les meilleurs souvenirs. Mais le chaud, c'est pas le froid. Le chaud, c'est beaucoup plus familial. Il y a quelque chose dans le chaud qui... moi, pour avoir fait les deux, chaud et froid, le chaud, il n'y a rien à faire. C'est plus chaleureux. Demain, alors là, vous pouvez demander aux travailleurs qui travaillent dans le chaud, ils courent pour aller travailler dans le chaud pour relancer les outils. La plupart des gens, c'est beaucoup plus chaleureux. Je sais pas, c'est plus familial. Pourtant, il y a toujours eu des tensions aussi. C'est pas que tout était rose dans le chaud, loin de là. Mais il y avait quelque chose, une entraide qui était différente. On travaillait plus ensemble, je trouve. Mais c'est vrai que dans le froid, on doit être tout le temps attentif au défilement de la bande. Voilà, c'est très différent. Les gens sont un peu plus isolés, ils sont dans des cabines. Oui. Voilà. Des cabines sur la ligne, tandis que nous, on était... On devait travailler ensemble. Et après, maintenant, le dernier plan de restructuration de M. Mittal, on était en cours de trop, donc il a fallu licencier du personnel. Donc voilà, ça a été la porte. Après 30 ans de sidérurgie. Et maintenant,
Ah ben maintenant, j'ai retrouvé du travail, je suis reconverti dans la logistique et le transport. Voilà, à 53 ans, c'est pas mal. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc voilà, je peux m'estimer heureux, quoi. Un retour en arrière. En 1886, des ouvriers de la même entreprise. Eux ne parlent pas. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais aucun ne sourit. On voit la fatigue et l'âge. Celui des enfants apprentis, celui d'un vieillard qui n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler, car il n'y a pas de retraite pour les ouvriers. 20 ans plus tôt encore, 1868, les ouvriers de la même fonderie. Une extraordinaire galerie de portraits commandée par la direction pour montrer la richesse de l'entreprise en matériel humain. Les ouvriers posent en studio avec les outils de leur métier. Les images nous montrent ce qu'ils font, mais pas comment ils vivent. Ils s'entassent dans les nouveaux taudis des villes industrielles, comme ceux de Glasgow. Des ghettos insalubres, dérobés au regard des classes les plus heureuses, dont parfois une seule rue les sépare. Des maisons délabrées, louées à prix d'or par des propriétaires sans scrupules. La boucle de l'exploitation est ainsi bouclée. Stefan Berger, historien. Certains logements étaient construits par les employeurs, d'autres par des entrepreneurs privés. Mais généralement, le but était d'entasser le plus grand nombre d'ouvriers possible dans une seule maison, puisque la nouvelle logique capitaliste imposait de tirer profit de l'habitat. Bien souvent, ça impliquait également un nouveau régime alimentaire. Désormais, ce régime n'était plus déterminé par les ressources offertes par l'agriculture, mais parce que les salaires des ouvriers leur permettaient d'acheter et de consommer. Or, il s'agissait bien souvent d'un régime alimentaire très insuffisant. J'en ai ici un exemple fourni par l'économiste Friedrich List, qui s'est intéressé à ce que mangeaient les familles pauvres dans les États allemands au milieu du XIXe siècle. Voici ce qu'il écrivait. Des pommes de terre sans sel, une soupe très claire avec du pain noir, de la bouillie et de temps à autre des boulettes de pain noir. Les mieux lotis peuvent s'offrir un petit morceau de viande fraîche ou fumée une fois par semaine. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent le terme rôti que par ouï-dire. J'ai vu des maisons dans lesquelles on avait pour habitude de suspendre un hareng au plafond avec une ficelle, juste au-dessus de la table. Chacune des personnes attablées pouvait frotter sa pomme de terre contre le hareng afin de lui donner plus de goût. Fin de citation. La misère des ouvriers anglais vers 1830 est si profonde qu'ils comparent leur sort à celui des esclaves noirs des colonies. En 1833, quand le Parlement anglais abolit l'esclavage, certains vont jusqu'à protester en réclamant qu'on libère d'abord les esclaves blancs, comme ils s'appellent eux-mêmes. Mais on assiste à un tournant. La population ouvrière des grandes villes est devenue si nombreuse qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Exploitée, affamée, mécontente et méconnue, elle fait peur. Aujourd'hui, les barbares qui nous menacent ne sont pas au Caucase, ni dans les steppes de Tartarie, écrit un journaliste français. Ils sont dans les faubourgs de nos villes industrielles. La société moderne périra par ses prolétaires. Ce n'est pas seulement une figure de style. La bourgeoisie est directement menacée par les épidémies qui éclatent dans les taudis des grandes villes, et contre lesquelles les barrières sociales sont impuissantes. Diphtérie, scrofulisme, choléra.
les enfants monstrueux de la révolution industrielle. En Angleterre, des journaux militants comme Le Gardien du Pauvre dénoncent publiquement les conditions de vie des ouvriers. Tandis que dans toute l'Europe industrielle, des commissions parlementaires se penchent sur ce qu'on appelle désormais la question sociale. La bonne société ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Mais pour elle, ce n'est pas la faute du système, c'est celle des ouvriers. Alors chacun y va de sa recette. L'ouvrier irait mieux s'il allait plus souvent à l'église. S'il buvait moins. Ou encore, comme dit le philosophe Malthus, s'il faisait moins d'enfants pour raréfier l'offre de main-d'œuvre sur le marché et obtenir ainsi de meilleurs salaires. Les réformateurs anglais ont une démarche pragmatique et s'attaquent tout d'abord au travail des enfants, dénoncé par Charles Dickens dans son roman de 1837, Oliver Twist. Ces enfants sont alors des dizaines de milliers à travailler dans les filatures et les mines, taillables et corvéables à merci. La doctrine libérale interdit à l'État d'intervenir dans la relation de travail entre ouvriers et patrons, considérée comme un marché passé librement entre deux partenaires égaux. Avec les enfants, l'argument s'effondre. En 1842, malgré la virulente opposition du patronat, le Parlement interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les galeries souterraines. Une victoire obtenue en partie grâce à la pruderie victorienne. La chaleur dans les mines obligeant enfants et adultes à travailler à moitié nus. À la même époque, la Grande-Bretagne, toujours en avance sur le reste de l'Europe, est la première à légaliser les syndicats ouvriers, même si la grève reste interdite. Priorité est donnée à l'action politique. En 1832, réformateurs et représentants ouvriers signent ensemble une charte réclamant le suffrage universel et la démocratisation du Parlement. Leçon de démocratie concrète. La charte est accompagnée d'un schéma de bureau de vote à bulletin secret. Les pétitions chartistes rassemblent des millions de signatures. Les meetings, des centaines de milliers de manifestants. C'est un mouvement de masse à l'échelle de la grande industrie qui lui a donné naissance et qui est aussi à l'origine de l'image convenue qu'on se fait de la classe ouvrière. Cette foule compacte et homogène que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais pendant tout le 19e siècle, cette image n'est vraie que pour l'Angleterre et la Belgique. La France, à quelques exceptions près, ignore la grande usine. Son industrie repose sur un réseau dense de petites entreprises, de quelques dizaines d'ouvriers au plus. Une échelle qu'on a longtemps traitée d'artisanale, comme si la grande industrie était la seule capable de produire d'authentiques ouvriers. Un a priori réfuté par le philosophe Jacques Rancière. Les gens de ma génération ont vécu avec l'idée de la classe ouvrière comme une espèce de réalité massive, quoi. Il y avait les masses de gens qui sortaient des usines, il y avait un syndicalisme qui était fort, il y avait ces masses ouvrières qu'on voyait défiler. Donc on avait une espèce de vision globale qui était autour de l'usine, quoi. Autour de l'usine et comme une espèce de réalité stable. Or, par rapport à ça, les gens disaient, mais avant la classe ouvrière, il y a quelque chose qui est différent, c'est l'artisanat. Par conséquent, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les années 1830, on m'a dit, mais c'est pas des vrais ouvriers, parce que pour les gens, les vrais ouvriers, c'est les gens qui travaillent à l'usine, c'est les gens ceux qui travaillent à la chaîne. C'était un peu comme ça qu'on pensait les choses. Alors par rapport à ça, bien sûr, j'ai essayé de changer la perspective, de dire, mais la classe ouvrière, ça n'existe pas en soi. Alors, on peut toujours le définir comme réalité sociologique, mais la classe ouvrière, c'est une réalité qui est aussi une réalité symbolique. C'est-à-dire, pour qu'il y ait classe ouvrière, pour qu'il y ait mouvement ouvrier, il faut qu'il y ait des gens qui, à un certain moment, justement, sortent de leur simple condition d'ouvrier, au sens où des gens qui sont payés pour faire un travail, qui le font, et puis qui rentrent chez eux, et puis qui recommencent le lendemain, quoi.
Si on regarde un petit peu d'où viennent les gens qui sont ouvriers au 19e siècle, bon, ils viennent de régions très très différentes, ils ont des trajets très très différents, et au fond, ils vivent un peu souvent cette condition comme une condition qui est une condition transitoire. Je cite quelque part, je pense les propos de cet ouvrier saint-simonien qui raconte un peu tous les métiers qu'il a fait, les métiers les plus divers, et donc il énumère ces métiers en disant « et toujours dans une autre attente ». Voilà, bon, j'ai essayé de commenter cette autre attente, savoir que la classe ouvrière est inventée par des gens qui sont dans une autre attente. C'est pourtant dans ce milieu ouvrier français, hétérogène et volatile, que naissent et se propagent les utopies les plus radicales du XIXe siècle. Voilà le rêve de Fourier, où chacun ne travaille que selon son désir, et où mariage et famille sont remplacés par un nouveau monde amoureux, régi par la loi des attractions. Voilà, moins amusant, le rêve de Cabet, l'inventeur du mot communisme, qui trouve Fourier bien immoral et prône une communauté idéale de travailleurs, où tout est mis en commun, sauf les femmes, et où l'égalité règne dans l'abondance. Voici Leroux et sa philosophie religieuse du progrès, qui rejette égalitarisme et communisme et exige le respect de la propriété privée. Voilà Proudhon, pour qui au contraire la propriété c'est le vol, et qui veut instaurer pacifiquement une démocratie mutualiste. Et Blanqui, l'insurgé permanent, qui sera de toutes les révolutions ouvrières du siècle, partisan de l'action clandestine et du coup de force révolutionnaire. Sa dernière société secrète porte un nom poétique, la Société des Saisons. Saint-Simon, au contraire, veut en finir avec les révolutions et remplacer l'exploitation de l'homme par l'homme par un partage fraternel des bienfaits du progrès et de la grande industrie. Les ouvriers regardent avec une certaine sympathie cette foire aux utopies, dont les promoteurs sont pour la plupart des bourgeois en rupture de banc. Mais ils n'ont aucune envie de s'engager dans des entreprises aventureuses comme l'Icari, la communauté libertaire qu'Étienne Cabet fonde en Amérique et pour laquelle il ne parvient à recruter qu'une centaine d'hommes et de femmes. Une utopie rapidement minée par les conflits, mais qui parviendra malgré tout à survivre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Plus populaire que les rêveries des utopistes, une nouvelle forme littéraire apparaît dans la France de 1830, la poésie ouvrière, comme celle du cordonnier Savinien Lapointe. Ces poètes ouvriers qui travaillent le jour et écrivent la nuit choisissent de s'exprimer dans la langue noble des écrivains bourgeois. La misère ouvrière, chantée en alexandrin. La démarche peut prêter à sourire, mais elle parle aux ouvriers, comme cette chanson de Pierre Dupont, surnommée à l'époque la Marseillaise des travailleurs. Nous dont la lampe le matin au clair on du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Ce nous qui revient avec insistance, c'est la prise de conscience d'une identité commune, malgré la disparité des statuts et des métiers. Dans l'espace public, elle se traduit par le vêtement que l'on porte. La blouse, qui se généralise en France au milieu du XIXe siècle, désigne l'ouvrier. L'habit, le bourgeois. La blouse se porte souvent manches retroussées, car l'ouvrier montre ce qu'il vend, sa force de travail, tandis que le bourgeois ne se montre en public que vêtu de pied en cap. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'accès au jardin des Tuileries est interdit aux blouses.
est réservé aux seuls habits. Mais avec le développement de l'industrie textile et la baisse du coût des vêtements, les ouvriers sans dimanche et s'habillent en bourgeois les jours de fête. Par réaction, la jeunesse bourgeoise ne s'affiche plus que débraillée et mal rasée. À l'inverse, quand les ouvriers se remettent à porter la blouse, même le dimanche, pour affirmer leur identité, un commissaire de police perspicace y voit le signe de leurs sentiments séditieux. Mais cette façon de porter la blouse pour affirmer son identité de classe est typiquement française. Un ouvrier de Londres aurait honte d'aller en société sans porter des vêtements en apparence semblables à ceux de son employeur. Ouvriers anglais et français ont en revanche en commun une forme de résistance au travail héritée du XVIIIe siècle. C'est la Saint-Lundi, un jour de repos supplémentaire qu'ils s'octroient sans rien demander à personne. La coutume, répandue également en Allemagne sous le nom de lundi bleu, fait l'objet de dessins humoristiques. Ici, la femme corrige son mari paresseux et ivrogne. Là, les ouvriers profitent de ce jour de loisir pour taper sur les bourgeois, soulignant le caractère subversif de cette entorse au nouvel ordre industriel, pratiqué encore au début du XXe siècle. Les propriétaires étaient très soucieux de faire régner l'ordre au sein de leurs usines. Le nouveau régime industriel imposait un emploi du temps extrêmement serré. Tout devait impérativement s'ajuster au rythme des machines. Dans l'usine, tout était donc chronométré du début à la fin de la journée de travail. Les pauses étaient chronométrées, même lorsque vous deviez aller aux toilettes, vous étiez minuté. Et tout ça faisait l'objet d'un contrôle très strict. Par exemple, la compagnie Krupp, au milieu du XIXe siècle déjà, employait des gens pour contrôler le temps que les ouvriers passaient aux toilettes. Les ouvriers ont donc cherché par toutes sortes de petites manœuvres à saper le nouveau rythme de l'usine, en restant plus longtemps aux toilettes, en commençant à travailler en retard, en essayant de grappiller des pauses en cachette pendant le travail, parfois même en sabotant les machines pour freiner le rythme de l'usine. Les ouvriers mettaient donc en œuvre une multitude de moyens pour tenter de défendre leur propre rythme de travail contre celui qu'imposait la machine et l'usine. Ghislaine Tormos, ouvrière dans l'industrie automobile. Les gars attendent régulièrement une panne. Parce que la panne, c'est là que je souffle. J'en ai même qui font des gris-gris sur la ligne pour dire il faut que tu tombes en panne à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tellement les gens on ras le pompon, quoi. Parce que quand une chaîne, elle s'arrête pas, c'est 3 heures consécutives avant d'attendre 20 minutes de pause. C'est long, hein, c'est long. Entre la fatigue, entre vous avez soif, vous avez faim, le café qui est indispensable. Maintenant, on n'a même plus le droit d'aller boire un café. C'est 2 minutes réglementaires. Et si tu veux y aller une deuxième fois, il faut demander à ta hiérarchie. Donc si elle refuse, tu restes en poste. C'est pareil pour aller uriner. Ils ont institué que ce serait que 2 minutes pour aller aux toilettes. Et une seule fois. C'est limite si on leur dit pas éduquez votre vessie, quoi. C'est ça. Donc ils en sont là. Ça c'est nouveau quand même. Ça fait quoi, même pas... Peut-être 8 mois que c'est sorti. Ça c'est le directeur du site qui a décrété que. Alors je sais pas comment il fait lui dans son bureau, je sais pas. Contrairement aux ouvriers anglais, majoritairement légalistes, les ouvriers français du XIXe siècle pratiquent volontiers l'insurrection. Leur arme favorite est la barricade. Spontanée, urbaine, faite de briques et de broc, à leur image,
Entre 1830 et 1871, Paris connaît ainsi 3 grands soulèvements populaires. Le premier éclate en juillet 1830. Les ouvriers s'allient aux bourgeois républicains pour renverser le régime autoritaire de Charles X. Mais quand, dans la foulée, ils réclament une réforme sociale, ils se font rabrouer par les nouvelles autorités républicaines qui les traitent d'enfants irresponsables. Un saut dans le temps. Un siècle et demi plus tard, un dirigeant du Parti communiste tchécoslovaque harangue les ouvriers d'une usine de Prague qui se sont mis en grève pour obtenir une démocratisation du régime. V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. J'ai plusieurs fois commenté ce texte de 1829 d'un écrivain français, Ballanche, qui réécrit la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, quoi. Où ce qui devient important, c'est pas le fait que les plébéiens ont des revendications, c'est le fait qu'ils veulent être entendus comme des êtres parlants. Et pour les patriciens, bien sûr, c'est impensable, parce que pour eux, les plébéiens, c'est des espèces d'animaux, bon, ils peuvent éventuellement grogner, mais qui ne parlent pas. Et les plébéiens ont approuvé qu'ils parlent. Ils font donc toute une série d'actes symboliques pour montrer qu'ils sont des êtres parlants, quoi. Or, c'est un texte qui a eu beaucoup d'influence à l'époque et qui véritablement, on peut dire, correspond très fort à ce que les gens ressentent, ce que les gens ressentent en 1830 sur le pavé parisien, qui ressentent en 1831 lors des insurrections lyonnaises, qui ressentent dans toute cette période, quoi. À savoir que désormais, ils veulent être entendus comme des êtres parlants, comme des êtres qui eux aussi ont, on peut dire, au fond, une capacité de penser les choses de la communauté et d'instituer comme une espèce de discussion sur cette communauté. Pendant les 3 jours de la Révolution de 1830, classe et signe se mélangent. Dans le célèbre tableau de Delacroix, le Gavroche porte un gilet de bourgeois et le bourgeois un pantalon d'ouvrier. Quant à l'ouvrier en blouse, il semble attendre que la Marianne lui rende enfin justice. Mais une fois la révolution politique acquise, la bourgeoisie impose le retour à l'ordre. Les ouvriers impuissants doivent renoncer à la révolution sociale. 18 ans plus tard, en février 1848, on prend les mêmes et on recommence. Bourgeois et ouvriers, une fois de plus alliés, renversent la monarchie de Louis-Philippe et proclament la République. Pour occuper et nourrir les ouvriers pendant la grave crise économique provoquée par la Révolution, le gouvernement républicain crée des chantiers publics, les ateliers nationaux. Mais en juin, considérant que ce sont des foyers d'agitation, il décide de les fermer et les ouvriers, désespérés, affamés, reprennent les armes. Et pour la toute première fois, la photographie montre une insurrection ouvrière. On est le 26 juin 1848. Et au moment où cette image est prise, les défenseurs de cette barricade de la rue du Faubourg du Temple ne savent pas encore que l'insurrection a échoué et qu'ils sont parmi les derniers à résister. Un second cliché, pris le lendemain au petit matin, montre la rue après l'assaut de l'armée. Les soldats achèvent les blessés, fusillent les prisonniers et parfois aussi tous les habitants des maisons voisines. Il y aura 3000 morts, des milliers de condamnés au bagne ou à la déportation en Algérie. Un lourd prix à payer pour l'échec de cette révolte spontanée, sans chef ni stratégie. Les barricades des journées de juin 1848 étaient comme ces pierres jetées au hasard. Spontanées, dressées pour défendre sa rue, son quartier, sans coordination, sans but ni stratégie, elles n'ont tenu que 3 jours.
En 1871, la Commune de Paris a retenu la leçon de leur échec. Contrairement à l'image qu'en donne ce cinéaste soviétique des années 20, qui se laisse un peu emporter par son élan révolutionnaire, les barricades de la Commune de Paris sont tirées au cordeau, pensées à l'échelle de la ville entière et supervisées par une commission des barricades qui interdit la construction de barricades sauvages. Cette discipline toute militaire a une raison. La Commune compte de nombreux soldats dans ses rangs. Elle est née de la guerre contre la Prusse déclenchée en 1870 et de la défaite française qui a entraîné la chute du Second Empire. Refusant les termes de l'armistice qui exige que Paris rende ses canons, les Parisiens les gardent et chassent le nouveau gouvernement républicain qui s'enfuit à Versailles. Pendant les 72 jours de son existence, la Commune se livre à des gestes spectaculaires, comme l'adoption du drapeau rouge et la destruction de la colonne Vendôme, symbole de l'Empire renversé. Tout aussi symboliques sont les dizaines de décrets que la Commune, assiégée par l'armée gouvernementale, prend tout en sachant qu'elle n'aura jamais le temps de les faire appliquer. Décret sur la remise des loyers, décret sur la séparation de l'Église et de l'État, décret sur la gratuité de l'enseignement et des fournitures scolaires, sur la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, sur le Muséum d'histoire naturelle, sur la création d'une chambre syndicale des ouvrières, sur un nouveau marché Place Monge, sur l'organisation d'un grand concert au profit des blessés et des prisonniers le jeudi 25 mai, alors que les troupes versaillaises sont en train de reprendre la ville. La Commune sera écrasée en une semaine, la semaine sanglante, au prix de 7000 morts. Après les massacres, les injures. Dans cette série de vues stéréoscopiques, la Commune est devenue un sabbat rouge, une orgie de démons infernaux, de sorciers et de sorcières. Quelques années plus tard, la Troisième République permettra aux vaincus de célébrer leur défaite au mur des Fédérés, le mur du cimetière du Père-Lachaise, contre lequel ont été fusillés les derniers combattants de la Commune. Mais même les pierres ne sont pas à l'abri. En 1880, ces pierres, avec leur impact de balles, ont été démontées et remontées à l'autre bout du cimetière, pour servir de support à une sculpture à la mémoire des victimes des révolutions, sans aucune distinction. Une manière commode de mettre dans le même sac victimes et bourreaux. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Dernière grande révolution du XIXe siècle, la Commune de Paris marque un tournant dans l'histoire des luttes ouvrières. Sa mémoire sera célébrée aussi bien par les grands régimes totalitaires que par de simples militants. Comunardo Tobia, un ouvrier de Terni. Sono l'ultimo di 7 figli. Forse è importante chiamarli per nome tutti, che sono di per se stessi una storia. Ribelle, vera spiritanova. True new spirit, vero spirito nuovo. Libero avanti. Libero avanti. Pensiero. Ideale. Vero e comunale. Che il mio primo fratello fu battezzato sotto la bandiera rossa nel 1904 con Parda e Urbinati. Una specie di cerimonia, il segretario di sezione avviava alla vita questo ragazzino con la bandiera, presenza della bandiera, non è che facevano le cerimonie, ok, l'augurio, una bottiglia di spumante o di vino, quello che c'era.
Il y a quelque chose qui est propre à la culture de cette partie de l'Italie centrale qui a été sous la domination de l'Église. C'est la volonté de réagir à cette domination en inventant des rituels alternatifs et en nommant ses enfants de manière alternative. Ici, les enfants s'appellent rebelles, idéal, communards. On parle là de la fin du 19e, début du 20e siècle. Une autre chose importante concernant les noms, c'est qu'ici, on parle de prolétaires. Et le mot prolétaire désigne précisément une personne dont les enfants sont tout ce qu'elle possède. Donc, nommer ses enfants est une affirmation d'autonomie, la seule possible pour quelqu'un qui ne possède rien en dehors de ses enfants. Et en effet, dans toute cette partie laïque de l'Italie centrale, l'Émilie, la Toscane, les Marches, l'Ombrie, donner des noms alternatifs aux enfants est une chose très commune. À Terni, on trouve des gens qui ont des prénoms, pas forcément des prénoms politiques, mais aussi des prénoms fantaisistes. Adamante, Orneore. On choisissait ces noms simplement pour le plaisir de leur musicalité. Il y a donc là une culture ouvrière qui est même pré-socialiste, dans un certain sens. Dans ces rituels alternatifs, les fêtes tiennent une place importante. On célèbre l'anniversaire de la Commune de Paris et surtout le 1er mai, proclamé en 1890 Journée internationale de la fête du travail. Le 1er mai devient dans toute l'Europe un jour de manifestation ouvrière, interdite et violemment réprimée, comme à Fourmies en 1891, où l'armée tire sur les manifestants en faisant 9 morts. En Italie, on descend dans la rue en chantant l'hymne du 1er mai sur l'air du Nabucco de Verdi. D'autres chants, moins pacifiques, célèbrent les luttes et les grandes révoltes, comme celle des tisserands lyonnais de 1832 qui ont combattu l'armée dans les rues de la Croix-Rousse au cri de « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Une insurrection immortalisée par le célèbre chant des canuts. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Mais en réalité, ce chant n'a été composé que 60 ans plus tard par le chansonnier anarchiste Aristide Bruant, qui s'est lui-même largement inspiré d'un poème de Heinrich Heine, datant de 1844 et célébrant une autre révolte, celle des tisserands allemands de Silésie. C'est encore une révolte de désespoir causée par la famine, spontanée et sauvage, réprimée par l'armée après 3 jours d'exaction et de pillage. Or, cette révolte, reconstituée ici dans Les Tisserands, un film allemand des années 20, avait son propre chant, composé par les tisserands eux-mêmes, le Blutgericht, le tribunal de sang. Un chant aux allures de sermon, traitant les exploiteurs de fripons diaboliques de fils de Satan. Deux révoltes, 3 chansons, qui se confondent au fil des ans dans les méandres de la mémoire ouvrière. Et comme si cela n'était pas assez, voici ce qu'écrit à l'époque un jeune exilé allemand réfugié à Londres. Pas une des insurrections ouvrières de France ou d'Angleterre n'a eu un caractère aussi théorique
et aussi conscient que l'insurrection des tisserands de Silésie, signé Karl Marx. Quand il écrit ces lignes, Karl Marx n'est encore qu'un jeune révolutionnaire allemand vivant en exil à Londres. Mais les théories qu'il élabore dans les années suivantes vont projeter leur ombre sur toute l'histoire de la classe ouvrière pendant le siècle à venir. Critiquant le socialisme utopique de ses rivaux, Marx prône un socialisme rigoureux, scientifique, qui fait de la lutte des classes le véritable moteur de l'histoire humaine. Cette lutte oppose désormais la bourgeoisie propriétaire des moyens de production au prolétariat qui ne possède que sa force de travail. L'analyse débouche sur un véritable acte de foi dans la mission rédemptrice de la classe ouvrière. N'ayant rien à perdre, elle est la seule à pouvoir libérer la société tout entière et abolir la notion même de classe. Le processus révolutionnaire est inéluctable. Le capitalisme est condamné à disparaître, miné par ses contradictions internes. Les théories de Karl Marx, développées dans le Manifeste communiste de 1848, se propagent grâce à l'Association internationale des travailleurs qu'il a fondée avec d'autres socialistes et anarchistes européens en 1864. Pourtant, Marx lui-même a failli ne pas être admis comme membre, la section française considérant que seuls les travailleurs manuels étaient de véritables travailleurs. Après d'âpres débats, un compromis fut trouvé, laissant chaque section nationale décider si elle acceptait aussi les travailleurs intellectuels et les femmes. Dès 1870, Marx applaudit aux victoires de l'armée prussienne sur la France. Elles traduisent le nouveau statut de l'Allemagne, un pays essentiellement rural, passé en une vingtaine d'années au rang d'une grande puissance industrielle. Une métamorphose qu'incarnent les usines Krupp, dont sont sortis les canons qui ont bombardé Paris. Pour Marx, le nouveau prolétariat allemand est théoriquement supérieur à tout autre. C'est donc avec plaisir, écrit-il, qu'il envisage le déplacement de la France à l'Allemagne, du centre de gravité du mouvement social européen. Après la défaite de la France et l'échec de la Commune, les faits semblent lui donner raison. En 1875 est fondé le Parti social-démocrate allemand, qui devient le premier parti ouvrier de masse, comptant jusqu'à 1 million de membres, le prototype de tous les grands partis du XXe siècle. En 1880, le parti adopte le marxisme comme doctrine officielle et en tire une conclusion paradoxale. Puisque l'effondrement du capitalisme est inéluctable, il n'est pas nécessaire de faire la révolution. Il suffit d'attendre. Et en attendant, pour être à la hauteur le moment venu, l'ouvrier se doit de devenir respectable et d'adopter les comportements et les goûts de la petite bourgeoisie jusque dans leurs pires excès. Dans l'idée que s'en font les sociodémocrates, la classe ouvrière est composée de différentes strates. Au sommet, il y a le prolétariat qui a conscience de lui-même en tant que classe sociale. Il s'agit typiquement de quelqu'un qui est membre du Parti social-démocrate allemand, qui adhère à un syndicat social-démocrate, à une coopérative social-démocrate, qui fait peut-être partie du club de vélo social-démocrate local. Cette personne-là consacre du temps à sa propre éducation. Elle amasse des connaissances et travaille à la chute du capitalisme. Il s'agit en quelque sorte de la frange la plus élevée de la classe ouvrière. Et tout en bas de l'échelle, on trouve ce qu'on appelle le Lumpenprolétariat. Ce sous-prolétariat regroupe tous ceux qui boivent, qui jouent leur argent,
qui battent leurs femmes, qui se fichent éperdument de l'éducation de leurs enfants. Aux yeux de la social-démocratie allemande, ceux-là sont des traîtres à la cause de leur propre classe sociale. Lumpenprolétariat. Le prolétariat en haillons. Vu dans les années 20 par le cinéaste russe Eisenstein, de façon aussi imagée que caricaturale. Le mot et ce qu'il recouvre sont une trouvaille de Karl Marx, une nouvelle catégorie sociale qu'il invente pour expliquer les échecs des révolutions ouvrières. Trahi par ses sous-prolétaires, une racaille sans feu ni lieu, dit-il, toujours prête à se vendre à la bourgeoisie, pour saboter les entreprises des ouvriers conscients. Pour la social-démocratie allemande, ce concept a aussi l'avantage de rendre l'ouvrier respectable. Le malheureux sous-prolétaire hérite à lui seul de toutes les tares que la bourgeoisie du XIXe siècle attribuait jusque-là à la classe ouvrière dans son ensemble. C'est une image plus complexe de la classe ouvrière allemande que révèle une étonnante enquête sociologique réalisée par un social-démocrate dissident qui, en 1910, a envoyé 8000 questionnaires à des travailleurs de la métallurgie et du textile. On y apprend qu'ils lisent Darwin, Marx, Nietzsche, la Bible et des romans policiers, mais ils parlent aussi de leurs conditions et de leurs espoirs. Je rêve d'une vie plus humaine, plus digne. La mienne n'est pas si différente de celle d'un esclave ou d'une bête de somme. Et comme seule l'idée de la liberté me pousse à vouloir une autre existence, mon désir le plus ardent est d'oser lutter pour cette liberté. Et de mener cette lutte avec une seule devise, plutôt mourir que de redevenir esclave. Mais l'enquêteur le mieux intentionné ne peut pas tout savoir. Il a fallu qu'un jeune pasteur évangéliste allemand se fasse engager comme simple manœuvre dans une grande usine pour y découvrir des pratiques que l'historien Alf Lutke a appelées Eigensinn, une sorte de quant à soi ouvrier. Cela va du temps grappillé à l'usine à d'étranges rituels d'atelier. Le seau d'eau glacé au-dessus de la porte. La colle dans les chaussures. Le baiser polonais. Un ouvrier frottant pendant de longues minutes sa barbe rêche et dure sur les joues d'un ouvrier imberbe. Autant de chahuts scabreux et de farces cruelles à travers lesquelles la communauté ouvrière affirme son autonomie. Thomas Lindenberger, historien. C'est une affirmation d'autonomie intérieure qu'on ne peut pas leur enlever. Et c'est le but recherché. Ces moments incarnent aussi une stratégie de survie dans des situations de dépendance qui vise à rendre cette dépendance plus supportable. Dans ce contexte, cet Eigensinn, ce quant à soi ouvrier, ne doit pas forcément être assimilé à une attitude de révolte ou de résistance face à la domination. Non, en fait, le plus souvent, c'est ce qui rend cette relation de domination vivable. À défaut de renverser le système, on peut s'en protéger en créant en son sein un monde parallèle, géré par les ouvriers eux-mêmes. Ce sont les coopératives ouvrières qui se multiplient en Allemagne, en Angleterre et en Belgique à la fin du XIXe siècle. Il s'agit au départ d'offrir aux ouvriers du pain au juste prix. Mais rapidement l'offre s'étend à tous les biens de consommation courante. Au café, au théâtre, à la prévoyance. On a reproché à ces coopératives de détourner les ouvriers de la lutte. Mais c'est aussi une façon de prouver qu'ils sont capables de gérer leur propre vie. Les objets sur cette table sont eux aussi le produit de l'autonomie ouvrière. Aucun n'est une voiture.
Pourtant, ils ont tous été fabriqués dans une grande usine automobile, avec les outils et les matériaux de l'usine, par les ouvriers de l'usine, et sur le temps de l'usine. En France, on appelle ça la perruque ouvrière, une version productiviste de la Gunzine. Robert Cosman, ancien ouvrier de Renault. Ouais, une des perruques techniques qu'on a pu faire à plusieurs, parce qu'on ne faisait pas de la perruque individuellement, mais on a travaillé en équipe, c'est ce petit éléphant qui est en plusieurs morceaux. De mémoire, c'est 11 pièces, dont la clé pour le fermer, c'est les oreilles. Ce qui était rigolo, c'est que la fraise, ça permet de faire que des coupes à angle droit, et faire un éléphant tout rond avec que des angles droits, c'était un peu rigolo. Voilà, mais c'est au moins 40 heures de boulot. Hein, voilà. Dans cette même partie de l'atelier, il y avait un copain taulier qui a fait une petite brouette en cuivre. Et l'intérêt de la brouette, c'est quand même qu'il a fait au marteau le rond de la roue et que c'est pas fait autour et qu'elle tourne pratiquement sans faux rond. La perruque, ça veut dire le sens de soi. Retrouver le sens de soi. Et ça correspond à mon sens, à mon avis, ça correspond vraiment à la réalité de la perruque. C'est-à-dire qu'on travaille pour soi, on retrouve sa personnalité, sa créativité. Ou plus simplement, réparer son scooter, hein, ou réparer une balayette. Mais on travaille pour soi. Moi, je pense qu'il y a une part de révolte, il y a une part de transgression, y compris pour les gens qui ne sont pas militants, qui ne sont pas syndicalistes. Moi, j'ai doublé sur la scie avec un vieil ouvrier portugais, Pedro da Silva, et il a fait tous les outils chez lui pour construire sa maison, les pelles, les pioches, etc. Je le connaissais bien, puisqu'on travaille ensemble, n'a jamais voulu faire grève, n'a jamais critiqué l'usine, jamais critiqué les chefs, mais quand il partait avec sa perruque, il avait un sourire jusque-là, parce qu'il avait transgressé la règle. Et la perruque, c'est ambigu, on ne peut pas dire c'est uniquement de la résistance à l'ordre établi, on ne peut pas dire c'est seulement de la compromission, parce que c'est pas entièrement lutte de classe, une usine, et puis c'est pas entièrement à la botte du patron non plus. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend des jours, ça dépend de le matin quand t'es en boule ou pas, que t'envoies chier le chef, c'est la vie, quoi. Hein. Avec le sang des autres, un film de Bruno Muel, tourné en 1974. Un ouvrier de l'usine Peugeot de Sochaux parle en voix off du travail à la chaîne. Je suis rentré à 18 ans chez Peugeot en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. Il s'appelle Christian Corouge. Il a travaillé chez Peugeot toute sa vie. C'est terrible, les souvenirs qu'ont les familles du travail en chaîne. Pourtant, les pères n'ont jamais raconté. Rares sont les enfants. Moi, beaucoup circulé, beaucoup fait les écoles. Et quand j'interrogeais les gamins sur la profession de leurs parents, ils travaillaient chez Peugeot. Mais oui, mais où ? Alors là, c'est déjà l'ignorance. Et il fait quoi ? Il raconte comment ? Il raconte pas. Et c'est ça la chaîne aussi, de ne pas raconter parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est pas un boulot noble, c'est pas un boulot valorisant. T'as pas envie de dire à ton fils ou à ta fille que t'as serré des boulons, que tu te demandes à quoi ça sert pendant toute une journée. Il n'y a rien à en dire. Et c'est ça le problème de la chaîne, c'est qu'à un moment donné,
ça t'abîme le corps, ça t'abîme le cerveau, tu le sais, tu es conscient, et tu n'es pas capable de le transmettre à quelqu'un parce qu'il n'y a pratiquement rien de transmissible là-dedans. Il y a rien, c'est tellement pas valorisant. Tu vas pas dire je vais laisser une trace. Quand tu es tourneur à l'usine, tu peux faire une quille quand tu t'en vas en retraite. Mais quand tu es en chaîne, qu'est-ce que tu vas montrer? Qu'est-ce que tu vas ramener de la boîte? Une poignée de vis pourries, un poste de punition, t'as pas envie d'en parler. Et à part tes douleurs, tu transmets rien. Christian Corouge a quand même rapporté quelque chose de sa vie à la chaîne. La pince avec laquelle il a graffé les garnitures des sièges. Pour moi, c'est des tortures qui hantent encore mes nuits maintenant, je veux dire, cette pince. Voilà. Mais pourtant, tu l'as gardée. Ah, je l'ai gardée parce que je trouve toujours intéressant de garder un souvenir de ce qui t'a fait mal. La bourgeoisie a un autre rapport à la mémoire et à la transmission, comme en témoignent les tombes grandiloquentes de Nécropolis, la cité des morts, le cimetière de la bonne société de Glasgow. À l'entrée du cimetière, parmi les statues des grands hommes de la ville, figure celle de James White, baron d'Overtown, propriétaire de la plus grande usine chimique du pays. En 1899, un journal travailliste publie une enquête sur les conditions de travail dans cette usine. Si toxique qu'on appelait ses ouvriers les cadavres de White. Arthur McIvor, historien. J'aimerais pouvoir décrire précisément une journée de travail pour que mes lecteurs prennent conscience de ces horreurs. Les hommes de l'équipe de jour commencent le travail à 6 heures du matin. Toute la journée, ils respirent les vapeurs et les fumées des produits chimiques qui rongent le cartilage de leur nez et empoisonnent leur sang, à tel point que les estomacs ne supportent plus que certains aliments. Certains ouvriers voient même des fragments de cartilage se détacher quand ils se mouchent. Parmi les ouvriers examinés dans l'usine de White, pas un seul ne présente un cartilage intact. Leurs parois nasales sont perforées à cause des vapeurs de chrome. La plupart d'entre eux pourraient faire passer un crayon à papier à travers leur nez de part et d'autre. Certains ouvriers ont même dit qu'ils payaient des collègues pour mastiquer leur nourriture à leur place. Malheureusement, nous savons peu de choses des conséquences qu'avaient ces conditions de travail sur la vie de ces ouvriers. Certains ont perdu leur emploi et sont tombés sous le coup de la loi sur la pauvreté. D'autres ont dû aller vivre à la charge de leur famille, infirmes et mutilés pour le restant de leur jours. À la fin du 19e siècle, on commence à prendre conscience de l'ampleur et du coût des accidents et des maladies du travail, considérés jusque-là comme une fatalité, dont seule la Vierge ou un saint pouvaient protéger l'ouvrier malchanceux. La prévention par la foi, comme dans ces étonnants ex-voto italiens. Les accidents les plus spectaculaires sont les explosions dans les mines de charbon qui font à chaque fois des centaines de victimes. Mais les accidents industriels, dont on fait pour la première fois un décompte statistique, font aussi des dizaines de milliers de victimes chaque année. L'Allemagne et la France votent alors les premières lois de protection sociale. Aux patrons récalcitrants, on oppose un argument imparable. Il faut protéger le corps des ouvriers, car ils sont du capital, au même titre que les machines. Au milieu du 19e siècle, la machine à vapeur devient un modèle. En l'observant, les savants réalisent qu'elle ne produit de l'énergie qu'en en consommant tout autant. Ils en déduisent la première loi de la thermodynamique, qu'on applique ensuite au corps de l'ouvrier, considéré lui aussi comme une sorte de machine qu'il faut nourrir et entretenir, et rebaptisé moteur humain.
Encore plus révolutionnaire, la découverte de la fatigue, considérée jusqu'au milieu du 19e siècle comme une tare morale due à la paresse ou au manque de volonté de l'ouvrier. À partir de 1880, de nouveaux appareils de mesure permettent d'évaluer en laboratoire le nombre de tractions au-delà desquelles le moteur humain n'en peut tout simplement plus. Une autre approche novatrice, celle de Frémont, un assistant de Marey, qui applique l'analyse photographique du mouvement au geste du travail de façon à calculer la trajectoire optimale du marteau et des mains. Joseph Pontus, ouvrier intérimaire de l'agroalimentaire. En fait, le geste efficace, c'est pas forcément le geste spectaculaire. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, c'est un truc tout bête, c'est décartonner des cartons. C'est-à-dire faire en sorte qu'une fois que le carton est ouvert, il soit ensuite plié pour aller sur la pile de cartons dépliés. On a un cutter, le carton est scotché sur le fond, et au départ, on tâtonne, on fait plein de trucs en essayant de tourner le carton dans tous les sens, et au bout de 6 heures de travail, on se rend compte qu'il suffit juste de faire tac, 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 pof, prendre le carton et le déplier ici. Et donc là, on a trouvé le geste juste, le geste efficace. Et on peut prendre un petit peu d'avance. Et dans ce temps-là, tac, 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 ça devient bon. La pensée, elle peut se libérer, elle est plus conditionnée par le geste à faire, parce que le geste a été trouvé. Donc ça peut être sur des cartons, ça peut être sur couper une queue de vache et remettre un carré pour accrocher le carré de vache à la place où il y avait la queue. Ça peut être sur tous les gestes que pousser des carcasses. Quand on a compris que pour prendre des virages, il valait mieux pousser avec le dos comme ça et les mains parce que le poids est moins dur. En fait, il faut trouver partout le geste de production le plus simple. Celui qui contraindra le moins le corps. Et généralement, le plus simple, c'est le plus efficace. Et à partir de ce moment-là, on gagne du temps et on peut penser à autre chose qu'à dire quel est le geste le plus efficace que je vais pouvoir trouver. Pour étudier les gestes des travailleurs, l'Américain Gilbreth, qui utilise aussi bien la photographie que le cinéma, a l'idée d'attacher aux mains des ampoules électriques. Insensible à la poésie des tracés, il en tire des conclusions pratiques destinées à améliorer la productivité. Plutôt que ça, il vaut mieux faire ça. C'est plus efficace et plus rapide, comme le montre l'horloge spécialement conçue par l'inventeur, qui figure en bonne place dans tous les plans destinés à vendre aux industriels la méthode Gilbreth. Gilbreth, comme Frémont, cherche à optimiser les gestes du travailleur. Encore faut-il plier les corps à cette nouvelle discipline. C'est le rôle de la gymnastique ouvrière, encouragée à la fin du XIXe siècle, à la fois comme un exercice sain et un entraînement au travail, à mi-chemin entre hygiénisme et productivisme. La voici pratiquée par les mineurs du Donbass à la fin des années 20 et filmée par le cinéaste Dziga Vertov. Voici un entretien avec Tommy Coulter, un mineur écossais qui a travaillé dans la mine à partir de 1943. L'entretien date de 2005. Ici, il parle d'abord des maladies liées à la mine, puis de la façon dont le travail favorisait ces problèmes. You would just see them at the corner coughing and spitting. You felt sorry for them and you knew it wouldn't happen to you. Just like soldiers getting killed, somebody else.
You did. There was a very strong bond of sympathy, which wasn't expressed. He didn't say, "Oh, I'm sorry to see, hey, you old cheeky bastard, what's wrong with you?" That's how we spoke. That meant, hello, friend, how are you? Because I don't think there'd be anything worse than knowing you were ill and somebody commiserating with you. It wasn't that. We weren't that kind of people. We were the elite. And when you went to work in the coalface, we were strong lads. You had to be. We were hardy buggers, and we thought we were. I dare say something like soldiers. Ce qui transparaît dans les témoignages de ces hommes, que ce soit dans l'industrie lourde, les mines de charbon, les chantiers navals, la sidérurgie, c'est qu'on doit refouler ses émotions, qu'on ne pleure jamais, qu'on n'exprime jamais de vrais sentiments. Peut-être était-ce différent dans la réalité, mais ce qu'on entend dans ces récits, ce sont des émotions refoulées. Je pense que c'était inhérent à l'identité masculine de la classe ouvrière traditionnelle durant tout le XXe siècle. Cela a fait des ravages sur les corps. Ces hommes prenaient des risques insensés qui faisaient partie intégrante de la façon dont un homme devait se comporter. Même si, bien sûr, les vrais coupables étaient les employeurs, qui étaient responsables des conditions de travail auxquelles les mineurs étaient confrontés. Mais il y avait aussi cette sorte de culture du travail machiste qui rendait difficile le fait de ne pas prendre de risques. Et souvent, les mineurs ne se protégeaient pas autant qu'ils auraient dû en mettant leur masque, leur casque et en utilisant des respirateurs dans les galeries. Et c'est assez ironique de voir qu'en fin de compte, ces hommes ont esquinté leur corps à la fois à cause de la pression de leur hiérarchie, mais aussi à cause de celle de leurs compagnons mineurs qui les incitaient à se comporter comme de vrais hommes. Les femmes semblent absentes de ce monde du travail. Elles sont pourtant là depuis le début, dans les filatures et dans les mines. Sous-payées, les premières à être renvoyées en temps de crise et reléguées à des tâches subalternes aussi bien par les entreprises que par leurs compagnons. L'accès aux métiers nobles, comme la typographie par exemple, leur est interdit par les ouvriers eux-mêmes, pour qui féminisation signifie dévalorisation. Vers la fin du XIXe siècle, des ouvrières apparaissent sur le devant de la scène, grâce à quelques actions qui frappent l'opinion publique, comme celle des 1400 allumettières de Londres, qui font grève pour avoir le droit de s'adresser à la direction sans passer par les contremaîtres hommes, et pour une cantine isolée des ateliers, de façon à ce que leur nourriture ne soit plus contaminée par le phosphore. De même, en Italie, à Terni, la première grande grève en 1880 ne fut pas menée par les ouvriers de l'aciérie, mais par les 1300 ouvrières de la filature Santorini, connues pour cette chanson et pour leur combativité. Au début du XXe siècle, elle multiplie les grèves sauvages et les actions violentes, au grand désespoir des dirigeants du syndicat socialiste. Alessandro Portelli, historien. On leur reprochait toujours d'être indisciplinés et de ne pas connaître la doctrine. Et les femmes répondaient « Pourquoi vous ne nous l'enseignez pas, la doctrine? Pourquoi vous la gardez pour vous ?» Et puis, il y avait aussi l'idée que les femmes qui participaient à ce genre de choses, comment dire, il y a dans la chanson une chose extraordinaire. Si nous faisons l'amour, c'est pour nous amuser. C'est-à-dire que ces femmes avaient une liberté sexuelle qui faisait vraiment très peur. Disons qu'elle faisait peur aux dirigeants syndicaux qui étaient en quête de respectabilité.
Ce sont encore des femmes qui prennent la tête des cortèges de Fresneville dans la Somme pendant une grève des ouvriers de l'usine de serrurerie Riquet. N'ayant pas de drapeau rouge, elles brandissent un drapeau tricolore roulé de telle façon que seul le rouge apparaît. Drapeau tricolore, drapeau rouge. La lutte des symboles. Le drapeau tricolore incarne la République, mais aussi le patriotisme, devenu alors une véritable religion d'État. Le drapeau rouge, c'est la révolte ouvrière, mais c'est aussi l'identité de classe qui ne connaît pas de frontières. C'est le drapeau de l'Internationale des travailleurs et de son slogan « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». À côté de ces deux grands, le drapeau noir des anarchistes, minoritaires, mais très actifs. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Le drapeau noir, arboré en 1906 par un petit syndicat que l'on retrouve dans la plupart de ces luttes, la Confédération Générale du Travail, la CGT, alors anarchiste et révolutionnaire, qui milite de façon pragmatique pour les 8 heures, tout en rêvant de renverser tout le système grâce à une nouvelle arme, la grève générale. Marion Fontaine, historienne. La stratégie de la grève générale, c'est aussi une stratégie qui se développe sur la base du constat qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. L'insurrection armée. La Commune a démontré que dans le cadre d'une insurrection armée, de toute façon, dans ces cas-là, la force revenait à l'armée de la bourgeoisie, si je reprends les termes de l'époque. C'est aussi une insatisfaction devant les formes de lutte que propagent les partis ouvriers, comme le Parti ouvrier de Jules Guesde, c'est-à-dire à la fois des grèves très sectorielles, mais aussi la lutte électorale et la compétition pour le pouvoir politique. Donc finalement, ce que veulent ces syndicalistes qui sont réunis dans la CGT, c'est ni l'insurrection armée, ni la lutte politique classique des partis marxistes. Ils veulent inventer leur propre forme de lutte qui ne les oblige pas à passer par un quelconque intermédiaire. L'idée, c'est que si le prolétariat fait la grève générale, il n'a besoin ni d'un parti, ni d'une organisation, ni quoi que ce soit. Il suffit, mais tout est évidemment dans le « il suffit », que l'ensemble des prolétaires s'arrêtent. Et donc, si les mines s'arrêtent, si les usines textiles s'arrêtent, si tout le monde s'arrête, tout le système s'arrête. En attendant la grève générale, on voit en France, au début du XXe siècle, une multiplication de conflits locaux, illustrés par d'étonnantes cartes postales qui permettent de populariser les luttes et d'en donner une image différente des caricatures de la presse bourgeoise. Ces images posées, d'apparence tranquille, rendent mal compte pourtant de la violence des affrontements. Ici, on entoure un cheval abattu du 21e chasseur, la troupe qui a chargé les grévistes. Confrontés aux grèves, les patrons du début du XXe siècle ne négocient pas. Ils ont recours au lock-out, un terme anglais qui signifie que pour punir les ouvriers, ils ferment l'usine. Les ouvriers ripostent, comme un fougère, pendant le grand lock-out de 1906, en inventant de nouvelles formes de solidarité.
dans un des frigos où on bosse, il y a une toute petite plante qui a poussé. Toute petite plante verte. C'est comme si comme si tu avais un petit renfoncement de mur là tout en haut, à 2 mètres de haut, et tu peux la voir que si tu es dans une certaine position. Le frigo il est à 3 degrés et la plante verte elle a poussé comme ça. Alors je sais pas d'où elle est venue sniffer, par où elle est machin. Et les gars ils la regardent avec tendresse, avec amour, tu sais, ils lui parlent de temps en temps, moi aussi je veux dire ça va la plante et tout. Et il y a un mec qui fait putain mais la plante en fait c'est une warrior, hein, parce que pour arriver à pousser dans un environnement comme ça, faut qu'elle en veuille, quoi. Et je les regarde, je dis, mais les gars, c'est nous les warriors. Elle est comme nous, la plante, hein. Voilà, on s'épanouit autant qu'une plante verte dans un frigo d'abattoir, quoi. Retour en arrière. C'est en 1871, l'année de la Commune de Paris, que le travail à la chaîne est apparu pour la première fois aux abattoirs de Chicago. Mais pendant les 40 ans qui suivent, le système est ignoré par l'industrie et ne trouve pas d'application en dehors des abattoirs. Pour qu'il arrive enfin à percer, et avec lui toutes les nouvelles techniques de management scientifique, il ne faudra pas moins qu'une autre boucherie industrielle à l'échelle mondiale. La guerre éclate le 28 juillet 1914. La veille encore, les militants ouvriers pensaient pouvoir l'empêcher par la grève générale, au nom de la fraternité des prolétaires, proclamée aussi bien en France qu'en Allemagne. Mais avec une parfaite symétrie, les socialistes allemands et français se rallient à leurs gouvernements de guerre respectifs au nom de la défense de la patrie, de sa civilisation et de la lutte contre la barbarie de l'autre. Si nous avions lancé un appel à la grève générale, dit un dirigeant cégétiste, la classe ouvrière n'aurait pas laissé aux agents de la force publique le soin de nous fusiller, elle nous aurait fusillés elle-même. Ça donne une réponse à la grande question que se posaient la plupart des militants ouvriers un peu conscients avant 1914, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus fort en cas de conflit? Est-ce que c'est l'appartenance sociale ou l'appartenance nationale? La plupart des militants ouvriers savent que la question se pose. Quelqu'un comme Jaurès est obsédé par cette question. 1914 donne la réponse avec la plus effroyable clarté, la plus effroyable brutalité. En cas, et du moins sur le moment, durant l'été 1914, ce qui prime, c'est l'appartenance nationale. Pour le dire autrement, ce qui a gagné, si on prend le cas français mais ailleurs, c'est l'école républicaine, c'est l'armée, c'est 40-50 ans de nationalisation des masses. Ce qui a perdu, c'est la CGT et le Parti socialiste unifié. Le couronnement de 150 ans de révolution industrielle et technologique. C'est la première guerre des canons et des machines. L'industrialisation du champ de bataille va de pair avec la militarisation de l'appareil de production. La rationalisation de la production, jusque-là peu répandue en Europe, devient affaire d'État. La victoire sera à qui produira plus vite, plus de munitions, plus d'obus. La participation à l'effort de guerre donne une nouvelle légitimité aux femmes, embauchées en masse dans les usines d'armement pour faire face à la demande, ainsi qu'aux socialistes et aux syndicats qui, des deux côtés des barbelés, se font patriotes et acceptent de jouer le jeu de l'union sacrée. Mais le conflit qui se prolonge crée une brutale dégradation des conditions de travail et des conditions de vie. Dès 1915, les grèves reprennent dans tous les pays belligérants. Non seulement dans les usines, mais aussi dans les quartiers, comme la grande grève des loyers à Glasgow. Pendant que mon père est prisonnier en Allemagne, le propriétaire attaque notre maison. Mais c'est en Allemagne et en Autriche, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles du fait du blocus,
qu'éclatent dès 1917 les grèves les plus importantes. On est alors loin de l'enthousiasme d'août 1914. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho, socialiste, tout chacun fait son devoir. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale. On la chantera au retour. L'auteur de la chanson, le socialiste français Montéus, avait raison. On chantera bien l'internationale, mais pas en France. En Russie, où la révolution éclate en 1917 et où un parti qui se réclame du marxisme et du communisme prend le pouvoir en novembre de la même année. Et pour la première fois dans l'histoire, il parvient à le garder. Un an plus tard, pratiquement jour pour jour, alors que les bolcheviks fêtent à Pétrograd le premier anniversaire de leur révolution, une autre révolution éclate en Allemagne. Novembre 1918, le pays vient de capituler, l'Empire est renversé, le Parti social-démocrate accède enfin au pouvoir. Stefan Berger, historien. Le Parti social-démocrate allemand, tel qu'il s'est développé avant la Première Guerre mondiale, était, selon les mots de Karl Kautsky, un parti révolutionnaire, mais pas un parti prêt à faire la révolution. Et pourtant, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connaît une révolution. Tout commence par une mutinerie de marins à Kiel, qui s'étend très rapidement dans toute l'Allemagne, où des comités de marins, de soldats, d'ouvriers prennent le pouvoir au moment où l'Empire allemand s'effondre. C'est une révolution qui part d'en bas et non pas d'en haut. Le Parti social-démocrate allemand s'est divisé pendant la guerre, donnant naissance à deux partis sociaux-démocrates. D'un côté, un parti de droite et de l'autre, un parti de gauche. Ce dernier s'était opposé à la guerre. Son idéologie est plus proche d'une forme radicale du marxisme, alors que les sociaux-démocrates de droite sont plus réformistes. Et en 1918, le pouvoir est remis aux mains des sociaux-démocrates de droite par le dernier gouvernement impérial. Friedrich Ebert, le chef du Parti social-démocrate de droite, se retrouve alors à la tête d'une révolution dont il ne veut pas. Étant devenu chef du gouvernement, à ses yeux, il a déjà conquis le pouvoir d'en haut. Il n'a pas besoin d'une révolution qui viendrait d'en bas. L'équilibre fragile entre les deux fractions socialistes ne dure que 2 mois. En janvier 1919, l'extrême gauche, menée par le groupe spartakiste, prend les armes pour poursuivre la révolution sociale. Pour écraser le soulèvement, Ebert fait appel à l'ancienne armée impériale et au corps franc, des bandes d'irréguliers nationalistes d'extrême droite. Les spartakistes sont vaincus. Leurs dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, assassinés. Le même schéma se répétera quelques mois plus tard à Munich, où l'armée et les corps francs liquident une éphémère république des conseils. Et à nouveau, en 1920, quand ils écrasent la dernière tentative révolutionnaire allemande, celle de l'armée rouge de la Ruhr. Dans le cimetière de Dortmund, une discrète pierre tombale commémore les 2000 morts de l'armée rouge de la Ruhr. Elle date de 1926. En 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, elle a été sauvée de la destruction par des fossoyeurs communistes qui ont eu la bonne idée de l'enterrer en attendant des jours meilleurs.
Nous achèverons ce que vous avez commencé, dit l'inscription encadrée de la faucille et du marteau, les symboles de la révolution bolchevique de 1917, qui est alors le grand point de repère de tous les mouvements révolutionnaires d'Europe. De tous les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, seule l'Italie a connu une véritable situation révolutionnaire. En 1920, dans le nord industriel, à Gênes, à Turin et à Milan, les ouvriers occupent les usines sous la protection de gardes rouges en armes. S'inspirant de la révolution russe et de l'expérience des soviets, revue et corrigée par le théoricien marxiste Gramsci, des conseils ouvriers comme celui de l'usine Fiat, que l'on voit ici occupant le bureau du patron Agnelli, prennent le pouvoir dans les entreprises et essayent de relancer la production. Stefano Musso, historien. Selon Gramsci, ces conseils ouvriers auraient dû apprendre à diriger la production en l'absence du capitaliste parasite, en s'alliant éventuellement avec les techniciens. L'idée était que les ouvriers autogéraient la production dans les usines occupées. Cela se faisait dans la mesure du possible en utilisant les réserves de matières premières et de produits semi-finis disponibles dans l'usine. Certes, on n'était pas en mesure de se procurer un nouvel approvisionnement de l'extérieur, mais on travaillait, on produisait, du moins en partie. Ces occupations se sont terminées sans effusion de sang, sans conflit armé. Les ouvriers sont sortis des usines avec leur drapeau rouge, pensant que les occupations, même si elles étaient terminées, avaient été le premier pas vers la révolution. En réalité, ça a été le chant du cygne du mouvement révolutionnaire italien. Parce que quelques mois plus tard, en 1921, une crise internationale est survenue qui s'est répercutée sur la scène italienne. Les industriels ont commencé à licencier et les ouvriers n'ont pas été en mesure de résister. Le mouvement d'occupation de 1920, vécu par un ouvrier de l'acciaierie de Terni. Ed era un po' il reparto rosso dell'acciaieria, un gruppo molto numeroso che a metterci a disposizione ad occupare lo stabilimento, tant'è vero che un operaio di questo reparto buloreria, Zambella Alfredo, tant'è vero che io e lui proprio fummo quelli che portammo la bandiera della sezione socialista sull'acciaieria. Un paio di giorni prima la nascondemmo sotto al lettino dell'infermeria perché l'infermiere era un parente di questo Zambella Stecca e messammo sul pennone lì quella torretta che c'è all'ingresso dell'acciaieria con l'orologio e la bandiera rossa la mettemmo io e Zambella di notte, a mezzanotte. Ils cachent le drapeau avant l'occupation de l'usine. Et ils le cachent dans l'infirmerie parce que l'infirmière était de la famille, pas parce que c'était une militante. Donc cette grande lutte de masse qui représente un moment épique du mouvement ouvrier italien, il la raconte à un niveau, si j'ose dire, sous le lit de l'infirmière. Un niveau personnel, fait de liens de parenté, d'amitié. Le narrateur, Remo Righetti, est l'un des grands acteurs de l'histoire ouvrière et antifasciste de Terni. C'est l'un des fondateurs du Parti communiste. Il a donc une très forte conscience politique. Pourtant, quand il raconte cette histoire, il n'y a pas de dimension idéologique. C'est simplement un événement de sa propre vie. Et puis, bien sûr, il termine son récit en disant que c'était une erreur d'arrêter l'occupation des usines. Il aurait fallu continuer et faire la révolution. Naturellement, ce n'était pas possible. Mais il y a toujours cette idée que si on n'a pas gagné, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas assez lutté. C'est très présent dans les récits sur l'occupation des usines, surtout à Terni. Pour contrer la révolution, le patronat italien fait appel aux fascistes de Benito Mussolini, des milices armées d'extrême droite formées autour d'un noyau dur d'anciens combattants.
Les fascistes ont un programme simple, abolir la lutte des classes en imposant par la force la collaboration du capital et du travail. Ils arrivent au pouvoir en 1922 et détruisent aussitôt le mouvement ouvrier italien, ses organisations et sa mémoire. Mais les fascistes italiens ne sont pas seulement une milice patronale à l'ancienne. Issu de la Grande Guerre, le fascisme en a rapporté une idée neuve. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête. La mobilisation totale décrétée pendant la guerre doit être poursuivie en temps de paix. C'est l'état d'exception permanent. Le peuple tout entier doit être mobilisé pour la nation, le parti, le chef. L'État traditionnel avait le monopole de la violence. L'État fasciste y rajoute pêle-mêle la politique, l'économie, la justice, la presse, la culture, la vie associative, les sports. Il contrôle tout. C'est l'État total. Les fascistes disent aussi totalitaire. En échange, le régime offre aux ouvriers de nouveaux stades, comme celui construit à Terni en 1928, car, comme l'écrit un théoricien fasciste, l'État total, c'est le peuple devenu athlète. Quant au salaire, ils pourront augmenter aussitôt que l'Italie aura retrouvé son ancienne grandeur impériale. C'est ça la promesse que le fascisme fait au monde du travail. Nous devons penser à renforcer la nation qui est la grande prolétaire contre les démoplutocraties que sont la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ces pays sont appelés démoplutocraties, des fausses démocraties dans lesquelles en réalité c'est la richesse qui domine, ce sont les riches qui dominent. La grande prolétaire, l'Italie, se met en marche pour conquérir un empire, une place au soleil. Quand elle l'aura fait, tous les travailleurs italiens bénéficieront d'un vrai bien-être. Tant que les travailleurs auront des revendications salariales, quelles améliorations pourra-t-il y avoir? Les conditions de vie ne pourront pas réellement s'améliorer. Par conséquent, pas de grève, pas de conflit. Il faut travailler et contribuer tête baissée à rendre la nation puissante. Sauf que de cette façon, on finit évidemment par servir les intérêts des patrons plutôt que ceux des travailleurs. Parce qu'on privilégie la continuité du travail et l'efficience de la machine productive. Dans les années 20, les ouvriers des grandes entreprises ont un nouvel ennemi. Le management scientifique qui commence à s'imposer dans le sillage de la Première Guerre mondiale. On parle de méthode à l'américaine, ou encore de taylorisme, du nom de son inventeur, l'ingénieur américain Taylor. Comme toutes les grandes inventions, la sienne commence par une révélation. Travaillant en usine comme contremaître à la fin du XIXe siècle, Taylor découvre que l'image de l'ouvrier fier de son travail et discipliné est un mythe. Les ouvriers qui l'observent multiplient les gestes inutiles, ralentissent subrepticement les cadences, quitte à dérégler, voire saboter les machines, et se mettent d'accord entre eux pour ne pas faire plus que le strict nécessaire. Bref, ils imposent leur propre rythme de travail, quoi que l'encadrement dise ou fasse. Pour mater les ouvriers qui sont, dit-il, tir au flanc par nature, Taylor invente une stricte séparation entre la conception, apanage des cols blancs, et l'exécution, réservée aux cols bleus, qui n'ont plus qu'à effectuer des tâches simples et répétitives, sans prétexte à flâner ou penser. Le temps dévolu à ces tâches est évalué scientifiquement. C'est la loi du chronomètre, qui impose une même norme pour tous et empêche ainsi les tirs au flanc de stigmatiser les ouvriers zélés. Le bolchevique de chez Renault, un bulletin renéoté de 1924, dénonce le symbole du système AI. Le chronométreur, le chrono, un vampire qui suce le sang du travailleur. You have booked your last book.
le taylorisme vu par un cinéaste soviétique des années 30. Mais les mêmes ouvriers qui s'insurgent contre la tyrannie du chronomètre dans les usines vont l'applaudir dans les stades où elle mesure les exploits de leurs sportifs préférés. L'or record, un mot popularisé par les travaux de Taylor et qui signifie tout simplement enregistrement. On enregistre la performance de l'ouvrier pour mieux la dépasser. Предполагалось, что у пролетариев нервы значительно крепче. L'expérience de la chaîne dans les années 80 à l'usine Peugeot de Sochaux. Il y a des mecs en chaîne, on n'en parle jamais, qui font pratiquement un marathon par jour, en distance. On avait foutu un podomètre à un mec qui emmenait des bagnoles sur un parc. Et il n'arrêtait pas de marcher en permanence. Et avec un podomètre, on s'est aperçu qu'il avait fait 40 km dans la journée. Et il faisait ça depuis des années. Et c'est quand même un exploit sportif bientôt. Et quand tu sors de ce genre de truc, tu n'as pas de temps pour te remettre, si tu veux. Moi, c'est toujours le problème, c'est que tu sors de chaîne, il est 10h, tu es fatigué, tu n'es pas réceptif intellectuellement, tu te fous sur un fauteuil et tu t'endors dans un fauteuil devant une télé bête. Et c'est ça le vrai danger. C'est comment que tu peux te ressortir après 8 heures de chaîne, qu'est-ce qui peut t'entraîner vers autre chose. Et ben, c'est très compliqué. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Plus la fatigue existe. Alors, on appelle ça l'aliénation, mais en même temps, il n'y a pas que ça, je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous a tué dans le cerveau pour ne plus envie pour que l'envie de découvrir soit pas plus forte que ta fatigue à un moment donné physique. Ce qui devrait entraîner le reste devient, c'est terrible cette souffrance ouvrière, hein, je crois, ce manque de perspective fait qu'à un moment donné, tu t'endors doucement, tu ronronnes. Tu ronronnes avec tes fins, c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce que tu ronronnes mal. Trouver la force pour autre chose. En 1926, Théo Godig, ouvrier qualifié de l'usine Krupp, fait partie de l'équipe de nuit. Il en profite pour réaliser cet autoportrait avec retardateur en infraction totale au règlement de l'usine. L'image, devenue symbole de la fierté ouvrière, paraît en première page de l'Arbeiter Photograph, le journal du mouvement des photographes travailleurs, dont les adhérents se comptent par milliers dans l'Allemagne de Weimar. Comme les poètes ouvriers du XIXe siècle, ces photographes amateurs s'emparent d'un outil conçu d'abord pour meubler les loisirs des classes dominantes. Ils peuvent ainsi se réapproprier leur image, mais aussi les manières de voir qui jusque-là étaient le privilège des avant-gardes artistiques. Mais c'est aussi une arme de classe qui leur permet de dénoncer la misère et surtout le chômage, le nouveau fléau des ouvriers européens. « 1932. Des chômeurs parcourant Berlin à la recherche d'un travail, dans le film de Bertolt Brecht et de Zlatan Dudo. Kohle Wampe, ventre froid. L'Allemagne est le pays le plus durement touché, avec 6 millions de chômeurs. Ils constituent 80% des membres du Parti communiste allemand. Mais c'est aussi parmi eux que recrute le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le parti nazi, tandis que les ouvriers qualifiés qui ont encore du travail
soutiennent massivement le Parti social-démocrate qui se veut avant tout légaliste. Fracturée, désespérée, la classe ouvrière allemande, qu'on disait la plus avancée d'Europe, est incapable, en 1933, d'empêcher Hitler de prendre le pouvoir. Hitler, le nouveau maître de l'Allemagne aux usines Siemens. Il se proclame le révolutionnaire le plus conservateur du monde. 40% des membres de son parti sont des ouvriers. 30 avril 1933. Des femmes préparent des banderoles pour la grande célébration nazie du lendemain. Le 1er mai, dont Hitler, maître dans l'art de brouiller les cartes, vient de faire un jour férié, le jour du travail national. Thomas Lindenberger, historien. Il faut avoir à l'esprit que plusieurs générations d'ouvriers s'étaient battues pour ça. Depuis des générations, on descendait dans la rue pour le 1er mai. Certains ont perdu leur travail, d'autres se sont battus avec la police uniquement pour pouvoir célébrer ce jour de fête. On mettait ses habits du dimanche pour l'occasion. Et voilà qu'un nouveau régime décrète que c'est un jour de fête nationale, en l'honneur des travailleurs. Et Hitler l'a dit ensuite dans un de ses discours. Vous, travailleurs, vous êtes les Allemands les plus nobles et les plus précieux. Vous valez plus que les patrons et les chefs d'entreprise. Le revers de ce coup de maître, c'est que dès le 2 mai, tous les syndicats ont été interdits. Les membres des syndicats ont été incorporés dans le DAF, le Front allemand du travail, une organisation de masse qui rassemblait ouvriers et patrons. Cela signifiait la perte totale du pouvoir et de l'autonomie des organisations ouvrières et la confiscation de tous leurs biens. Bien sûr, le Front du travail offrait quelques compensations sociales et politiques à certains ouvriers. Mais naturellement, ils perdaient tout droit et tout pouvoir, toute possibilité de prendre part aux décisions de l'entreprise. C'était une lourde défaite. Les premiers camps de concentration ouvrent dès 1933. On y enferme par milliers communistes, sociodémocrates, opposants politiques. En même temps, le pouvoir nazi courtise les travailleurs dont il ne cesse d'avoir peur. Il lance le programme Beauté du travail, censé moderniser les locaux des entreprises pour créer ce que sa propagande appelle le bonheur à l'établi. On améliore les sanitaires, les cantines, les lieux de détente. Plus populaire encore, la force par la joie. Un programme de loisirs ouvriers qui invente le tourisme de masse en organisant de grandes croisières qui permettent à des milliers de travailleurs allemands de visiter les ports d'Europe. Les travailleurs touristes sont chaperonnés par des agents de la Gestapo, dont le travail est facilité par le fait que le paquebot est un milieu confiné comme l'usine ou le camp. Le quotidien de la répression, de la surveillance, de la délation sur les lieux de travail et les quelques gestes isolés de résistance n'ont laissé aucune image. Sauf une, prise presque par hasard pendant une visite d'Hitler dans le port d'Hambourg en 1936. Au milieu de la foule de centaines d'ouvriers qui font le salut nazi, il en est un qui garde obstinément les bras croisés. Un homme seul, incarnant la résistance ouvrière au sein du désastre collectif. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.
La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. En 1932, pour le 50e anniversaire de la mort de Karl Marx, les militants communistes filmés par Joris Ivens défilent le poing levé dans les corons du Moyen-Âge belge. Ce geste de défi et de colère est apparu pour la première fois dans un dessin de Georges Cross rendant hommage aux combattants révolutionnaires morts à Berlin en 1919. Adopté d'abord par les communistes allemands, le point levé se propage rapidement dans toute l'Europe et devient pendant le demi-siècle suivant le symbole d'une classe ouvrière politisée et combative. En France, il est brandi en 1936 quand, dans la foulée de la victoire électorale d'un front populaire alliant radicaux, socialistes et communistes, 12 000 entreprises se mettent en grève dans tout le pays, dont 9 000 sont occupées par des travailleurs. Aucun pays industrialisé n'a connu jusqu'alors un mouvement d'une telle ampleur, d'une telle durée. L'ambiance est à la fête révolutionnaire. On brûle les 48 heures, on prend les patrons en effigie. Mais en même temps, on négocie de façon pragmatique sur le temps de travail, les cadences et les effets désastreux de la rationalisation. Au bout de 3 semaines, la grève est victorieuse. Les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives changent durablement les conditions du travail ouvrier. Marion Fontaine, historienne. L'entre-deux-guerres, et à la limite jusqu'aux années 50-60, c'est vraiment le temps de l'aliénation ouvrière par excellence, le temps où on peut de moins en moins croire à ce qu'écrivait Karl Marx, c'est-à-dire que le travail sera libérateur de l'existence humaine. C'est-à-dire que vous pouvez changer de régime, vous pouvez même abolir le capitalisme, le travail industriel dans les grandes usines automobiles, il demeure aussi aliénant. Donc la question, c'est comment vous faites ? Le gouvernement du Front populaire est peut-être l'un des premiers gouvernements à se trouver vraiment face à ce problème. Les congés payés, la politique des loisirs, c'est une forme de réponse, qui est aussi un constat d'impuissance, qui est de dire, bon, de toute façon, on ne transformera pas le travail. En revanche, on peut faire en sorte que les droits des ouvriers soient respectés dans le cadre de ce travail, donc qu'il y ait de la démocratie sociale, que le patronat négocie, etc. Et on peut compenser en offrant aux ouvriers aliénés dans le cadre des usines des espaces où ils peuvent se libérer. Dans l'imaginaire collectif, le Front populaire reste comme une grande fête. Peut-être le seul moment de l'histoire où l'on voit des ouvriers heureux, en dehors des clichés de propagande allemande ou soviétique. Mais les fêtes et les occupations ne sont pas un simple carnaval. Elles disent au patron que l'usine n'est pas sa maison, ni les ouvriers ses enfants, qu'ils n'attendent de lui aucun bienfait, ne lui doivent aucune allégeance, que désormais le travail ouvrier n'appartient plus à l'espace privé, mais à l'espace public. Et même si les ouvrières et les ouvriers savent que la fête n'aura qu'un temps, ils savent aussi que rien ne pourra leur reprendre cette nouvelle liberté. Puis le travail reprend. Dans une usine de province, les ouvriers pour être réembauchés doivent d'abord recopier et signer une lettre qui en dit long sur la mentalité rétrograde des patrons français de l'époque. Regrettant de nous être mal conduits vis-à-vis de vous en nous mettant en grève, nous vous prions de nous pardonner et en nous embauchant, de nous permettre de nous racheter dans l'avenir par une conduite exemplaire. En juillet 1936, à peine un mois après la grande grève du Front populaire en France, la révolution éclate en Espagne. Elle est provoquée par la tentative du général Franco de renverser la jeune République espagnole. Le putsch échoue, la guerre civile commence.
Comme les ouvriers français, ces militants de Barcelone qui montent au front pour combattre les fascistes défilent au son de l'Internationale. Et comme eux, ils lèvent le poing. Mais ils appartiennent à une autre tradition du mouvement ouvrier. Ils sont anarchistes. L'Espagne est le seul pays où les anarchistes ont eux aussi une organisation de masse, à la fois politique et syndicale, la CNT-FAI. Anarchisme et communisme sont depuis le XIXe siècle deux frères ennemis. Les communistes se réclament de Marx et veulent s'emparer de l'appareil d'État pour construire le socialisme. Les anarchistes se réclament de Bakounine et veulent au contraire détruire l'État en même temps que l'ordre social existant. Pour cela, tous les moyens sont bons. La grève générale, les attentats, mais aussi ce que les anarchistes appellent faire ses courses à la prolétaire, c'est-à-dire piller des magasins, partir sans payer d'un restaurant, braquer une banque. Enfin, contrairement aux marxistes qui croient en une économie centralisée et planifiée par le haut, les anarchistes poursuivent le vieux rêve anarcho-syndicaliste de l'autogestion ouvrière. L'idée que tout irait bien s'il n'y avait plus de patrons, si les usines étaient gérées par les ouvriers eux-mêmes. Le cœur du mouvement anarchiste espagnol, c'est la Catalogne, et d'abord la grande ville industrielle de Barcelone. Les anarchistes y sont en grande majorité des ouvriers précaires, durement touchés par le chômage et les crises. Venus des régions les plus pauvres d'Espagne, ces immigrés de l'intérieur s'entassent dans les barrios, les quartiers des nouvelles périphéries. De cette Barcelone anarchiste, seuls de minuscules fragments résistent encore à la gentrification de la ville. Et avec eux disparaît aussi la mémoire des luttes. Oh, inmortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre y proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués y a sus plantas rendido el burgués. L'un des épisodes les plus célèbres de l'épopée anarchiste a lieu au début des années 30 dans les Pyrénées espagnoles, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Le comte de Fígols, dont le manoir abandonné sert aujourd'hui de décor pour photos de mariage, possède là d'importantes mines de charbon. Les mineurs, venus des campagnes espagnoles les plus pauvres, habitent dans une cité minière à flanc de montagne, taillable et corvéable à merci. Majoritairement anarchistes, ils se révoltent en janvier 1932 et proclament une république libertaire et sociale, persuadés que toute l'Espagne va les suivre. Bureau du comité révolutionnaire. Image dérisoire d'un épisode devenu mythique. Au bout de 5 jours, l'armée intervient. Les mineurs, sans chef ni stratégie, se rendent. « 40 mineurs sont arrêtés et déportés sans jugement en Afrique et aux Canaries. Mais pour les leaders anarchistes,
l'échec n'a pas d'importance. Ils le considèrent comme une sorte d'entraînement, ce qu'ils appellent une gymnastique révolutionnaire, habituant les masses à surmonter leur peur de la police et de l'armée. En juillet 1936, quand le général Franco déclenche la guerre civile en Espagne, les militants anarchistes pensent que l'heure de la révolution sociale est enfin arrivée. Sous leur impulsion, dans la seule ville de Barcelone, plus de 3000 entreprises sont collectivisées et dirigées par des conseils ouvriers élus par la base. Autogéré, le restaurant du Grand Hôtel Ritz, transformé en cantine militante. Autogéré, les usines produisant les armes pour le front, et celles produisant la nourriture pour les soldats et la population. Autogéré, les salons de coiffure, les hôpitaux, l'électricité, les transports. Mais rapidement, le rêve autogestionnaire se heurte à la réalité. Pour faire vivre une ville moderne d'1 million d'habitants tout en produisant pour le front, il faut des chefs qui organisent, commandent et contrôlent, et des ouvriers qui travaillent et obéissent. Dès les premiers mois, les entreprises autogérées conjointement par la CNT et le syndicat communiste UGT sont confrontées à une baisse de la productivité, à l'absentéisme et à des revendications portant sur les horaires et les salaires. Les militants attribuent cette résistance au travail aux influences bourgeoises et cherchent à rééduquer les masses en imposant de nouveaux règlements d'usine qui ressemblent étrangement à ceux du capitalisme d'antan. Certains, rédigés par des conseils ouvriers, vont jusqu'à interdire de chanter pendant les heures de travail. Priorité à l'effort de guerre. L'émancipation ouvrière doit attendre. Celle des ouvrières aussi. Elle est pourtant réclamée par le collectif anarchiste des femmes libres. Formation professionnelle, sexualité, pédagogie, égalité des hommes et des femmes. Mais cette volonté d'autonomie est mal vue par les dirigeants anarchistes, pour qui il faut faire la révolution sociale d'abord, et l'émancipation des femmes viendra automatiquement ensuite. En attendant, les films de la CNT montrent des femmes qui tricotent, tandis que les hommes s'entraînent avec des fusils de bois, faute d'armes que la France et l'Angleterre refusent de leur fournir, alors qu'en face, Franco reçoit une aide directe d'Hitler et de Mussolini. Seul le mouvement ouvrier se mobilise. Des militants du monde entier s'engagent dans les brigades internationales et vont en Espagne lutter contre le fascisme. Mais l'enthousiasme ne suffit pas à sauver la République, affaiblie par les conflits entre modérés, communistes et anarchistes. La guerre s'achève en 1939 par la victoire franquiste. Les combats ont fait 500 000 morts, 500 000 républicains prennent la route de l'exil. Au musée d'histoire ouvrière de Seraing, en Belgique, une statuette de brigadiste international, le poing levé. Une défaite ouvrière de plus et le prologue de la prochaine catastrophe. Keith Gilbert à Manchester, historien, ancien mineur. Dans sa famille, on est mineur de père en fils. Depuis l'arrière-grand-père jusqu'à son père et son oncle. Militant engagé du NUM, le syndicat national des mineurs anglais. Sa veuve a maintenant 91 ans. Quand je l'ai interrogée sur la vie dans les communautés des mineurs, j'ai été surpris par le fait qu'elle parle très peu de politique. Elle m'a beaucoup parlé de la difficulté d'élever des enfants avec de très faibles revenus dans les années 30 et les années 40. Et aussi de la vie des femmes en général, de ce qu'elles faisaient de leur temps libre. Elle a beaucoup parlé de cinéma, de dancing, de potins, et aussi des petits drames de la sphère familiale, des tensions entre les mineurs et leurs femmes.
Par exemple, des mineurs ou des hommes de la famille qui rentraient ivres du pub chaque soir, qui pariaient trop. De la violence conjugale, de l'alcoolisme. Il y avait donc ce côté sombre dans les communautés de mineurs et dans les communautés ouvrières. Les disputes, la pauvreté, les conflits, la violence. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans les écrits sur les communautés de mineurs. C'est occulté par l'image héroïque de la classe ouvrière. Ce côté sombre, ce sont aussi les conflits entre différentes nationalités qui troublent le monde ouvrier des années 30. En 1934, à Le Forest, dans le Pas-de-Calais, des mineurs français s'opposent violemment à leurs camarades immigrés polonais qui se sont lancés dans un mouvement de grève que les Français refusent de suivre. 77 mineurs polonais sont alors expulsés et renvoyés en Pologne. De façon plus systématique, le gouvernement français organise entre 1934 et 1935 l'expulsion collective d'environ 130 000 Polonais à qui l'on reproche pêle-mêle l'agitation sociale, le chômage et la crise. Les travailleurs des pays les plus pauvres traversent ainsi l'Europe cherchant ailleurs une vie un peu meilleure. Car les écarts sont énormes. Alors que l'ancienne misère règne toujours dans de nombreuses régions, dans le Borinage, en Silésie, en Catalogne, ailleurs, ouvrières et ouvriers qualifiés commencent à connaître de meilleures conditions de vie et de travail. Le résultat est parfois spectaculaire, comme à l'usine Van Nel de Rotterdam. Construite en 1930, elle s'inspire du Fordisme américain. La combinaison de la rationalisation de la production et de l'amélioration du cadre de travail est censée engendrer de nouveaux gains de productivité. Les ouvrières ont droit à des sanitaires dont la robinetterie est importée d'Amérique et à une cantine baignée de lumière, ce qui a par ailleurs le mérite de faciliter la surveillance. Mais de telles réalisations sont l'exception. Des initiatives isolées de patrons éclairés ou, pour le logement social, de municipalités de gauche, comme les 1382 logements ouvriers du grand ensemble moderne Karl Marx, construit en 1929 par la municipalité socialiste de Vienne. Un seul État, celui de l'Allemagne nazie, prétend avoir une politique systématique visant à assurer un certain bien-être à ses ouvriers. Le symbole en est la voiture du peuple, la Volkswagen, lancée par le régime en 1937. Thomas Lindenberger, historien. Imaginez cette promesse faite à chaque Allemand de pouvoir conduire et être propriétaire de sa propre voiture. C'était totalement utopique dans les années 20. Et tout à coup, c'était à portée de main dans les années 30 et 40. C'était fait exprès pour répondre aux attentes et aux espoirs de ces braves travailleurs qui, depuis des générations, aspiraient à ce progrès. À chaque fois, leurs espoirs avaient été déçus par une succession de tragédies comme la Première Guerre mondiale ou la crise de 1929. Ils aspiraient désormais à une période de stabilité qui apporterait la prospérité au plus grand nombre. À cette époque, il y avait un livre très populaire en Allemagne qu'on trouvait dans presque chaque foyer. C'était « Ma vie, mon œuvre » de Henry Ford, qui expliquait dans le détail les clés de sa réussite. Henry Ford était un auteur très apprécié par les nazis parce que ses idées s'accordaient avec leur concept de communauté du peuple. N'importe qui pouvait lire son livre et se dire « Voilà ce qu'il faut faire ». C'était une promesse très séduisante. Du mariage sulfureux du Fordisme et du nazisme naît un grand projet de conquête. Pour assurer sa prospérité et celle de ses ouvriers, l'Allemagne doit occuper tout le continent et coloniser l'Europe de la même manière que l'Europe elle-même colonise depuis des siècles l'Afrique et l'Asie. L'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939. Puis l'année suivante, la Hollande, la Belgique, la France et l'année d'après encore l'Union soviétique. Dans tous les pays occupés,
l'Allemagne pille les industries, les ressources et surtout la main-d'œuvre qui lui manque du fait d'une pénurie chronique aggravée par la mobilisation. Bilan de cette véritable chasse aux ouvriers. Vers la fin de la guerre, environ 7 millions d'étrangers travaillent en Allemagne. Les mieux lotis sont les Hollandais, les Belges, les Français et les Tchèques. Certains sont volontaires, mais en majorité, ils sont requis pour le service du travail obligatoire, tout comme les simples soldats, anglais et français prisonniers de guerre, les officiers étant exemptés. À l'autre bout de l'échelle, les populations slaves considérées comme des sous-hommes, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, dont plus de 600 000 prisonniers de guerre surexploités, affamés, quasiment réduits en esclavage. Et plus bas encore, les déportés politiques et les déportés raciaux, tziganes et juifs, ceux du moins qu'on n'a pas immédiatement assassinés et qu'on crève littéralement. C'est ce que les nazis appellent l'extermination par le travail. La carrière de pierre du camp de Mauthausen. Les camps sont gardés par les SS. Mais dans les grandes entreprises, ce sont les ouvriers allemands eux-mêmes qui sont chargés de mettre au pas les étrangers récalcitrants. Stefan Berger, historien. Il ne fait aucun doute que pendant la guerre, beaucoup d'ouvriers allemands ont tiré parti de l'esclavage d'environ 7 millions de travailleurs étrangers. Car l'existence de cette armée d'esclaves permettait souvent aux ouvriers allemands de progresser dans la hiérarchie de l'usine. Ils pouvaient passer contremaître ou décrocher un meilleur poste et un meilleur salaire. Et je pense que les ouvriers allemands ont donc tiré profit du racisme du régime et ont même souvent adhéré au racisme du régime, parce qu'il leur fallait justifier leurs actes vis-à-vis d'eux-mêmes. Le racisme du régime venait alors comme une explication bien commode dont ils pouvaient se servir pour justifier ce qui se passait. Dans les régions minières de France et de Belgique, le souvenir des grandes luttes des années 30 reste vivant malgré l'occupation allemande. Au printemps 1941, 200 000 mineurs arrêtent le travail des deux côtés de la frontière. Ce sera la grève la plus importante de toute la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de grévistes sont fusillés. Des centaines déportés au camp de concentration de Sachsenhausen. Plus de la moitié n'en reviendront pas. Après l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, en juin 1941, les communistes prennent la tête de la résistance ouvrière à l'occupant. Grève, propagande, sabotage, lutte armée. En Italie, le grand tournant, c'est l'été 1943, quand les Alliés débarquent dans le sud du pays, faisant tomber le gouvernement fasciste et poussant les Allemands à occuper le nord industriel. De nombreux ouvriers de l'acierie de Terni rejoignent alors la brigade de partisans communistes qui opère dans les montagnes de la région. Parmi eux, Don Bartolini, l'auteur de l'hymne de la brigade. Tutti uniti lotteremo all'appello di Stalin, siamo i primi partigiani. Quand la guerre s'achève en 1945 sur la défaite des nazis et des fascistes, les partisans de la brigade, majoritairement communistes, pensent que le moment est venu d'aller encore plus loin. Alfredo Filipponi, commissaire politique de la brigade Gramsci, raconte une discussion qu'il a eue avec Palmiro Togliatti, le chef du Parti communiste italien. Noi volevamo fare la liberazione nazionale dal fascismo e poi dopo con la speranza di arrivare al socialismo, che quello non ci siamo arrivati.
Poro Compagno Togliatti convocò tutti i comandanti dei partigiani e tutti i dirigenti del partito di tutta l'Italia. Fece un intervento, che c'erano le elezioni, in particolare diceva che c'è una grande ascendenza, come lo sapete, fu vedove da fare perché doveva vincere le elezioni. Hanno parlato, sì, ho alzato la mano, Compagno Togliatti, io non mi trovo d'accordo. Perché Omega? Non mi trovo d'accordo perché Lenin disse, quando passa il tordo bisogna tirargli. Se non si tira quando passa non si sa quando si può più tirare. Oggi passa il tordo ed allora questo è il momento. Noi le armi nascoste, no? È il momento, gli diamo giù e facciamo il socialismo. Lui mise la proposta mia e la proposta sua all'approvazione, la sua ebbe 4 voti più della mia e passò la sua. Le récit de cet authentique chef partisan est d'autant plus étonnant que le proverbe attribué à Lénine est en réalité un vieux dicton paysan de la région de Terni. Alessandro Portelli, historien. Faire dire à Lénine, c'est quand la griffe passe qu'il faut la tirer, c'est merveilleux. Parce que dans la culture de cette partie de l'Italie, cette partie qui est communiste, rouge, la Toscane, l'Ombrie, tout le monde est chasseur. Donc le socialisme, ce proverbe, Lénine et la chasse, tout ça, ça ne faisait qu'un. Et je dois dire que c'est ça qui a été détruit au cours des 2 dernières générations. Cette idée d'une société alternative qui est ancrée dans le vécu du monde populaire et de la classe ouvrière. Berlin, 1945. Qui pourrait croire que c'est dans cette ville en ruine qu'allait enfin se réaliser le grand rêve des partisans italiens, construire le socialisme. « 1952. Des ouvriers d'un chantier de Berlin-Est admirent l'immeuble d'habitation construit pour eux par le nouveau régime socialiste mis en place par l'Union soviétique. L'immeuble, de l'architecte Hermann Enselmann, élégant, moderne et raffiné, n'est qu'un prototype qui restera sans suite. Mais le gouvernement en reproduit l'image sur ses fresques monumentales comme un symbole des promesses qu'il fait à la classe ouvrière. Promesse d'un nouveau bien-être matériel, mais aussi promesse d'un nouveau statut. Celui de l'ouvrier, enfin maître chez lui, dans l'état ouvrier. Au même moment, à quelques pas de là, Bertolt Brecht met en scène les luttes du prolétariat russe sous le tsarisme. Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik und die Kohle und das Erz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Si les ouvriers de Berlin-Est avaient disposé de la technologie moderne, ils auraient probablement arrêté l'image pour revenir en arrière sur ce mot bizarre, Also, Streik. la grève. Un mot qui, en théorie, ne doit plus faire partie de leur vocabulaire. La grève reste totalement légitime dans les pays capitalistes. Mais de l'autre côté du rideau de fer, on la considère comme absurde. Le prolétariat, dit-on, y est désormais au pouvoir. Et il ne peut quand même pas faire grève contre lui-même. Et si l'ouvrier de ces pays qui se disent socialistes se rebiffe et revendique comme autrefois, il faut le rappeler à l'ordre.
Car comme le dit le dirigeant communiste tchécoslovaque Zapotocki, ce n'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on peut tout se permettre. Fait significatif, quand on défile pour soutenir le nouvel État ouvrier, on ne brandit plus le poing, mais les portraits des dirigeants. La presse officielle surnomme le dirigeant Zapotocki le papa des ouvriers. À l'occasion du Noël 1952, il adresse à la radio ses vœux à leurs enfants. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, nad chlevem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Tak mluvili bohatí a mocní. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly 4. roku první Gottwaldovy pětiletky. Mais les ouvriers des pays socialistes ne croient plus au Père Noël. En 1953, ceux de Berlin-Est se révoltent contre une nouvelle augmentation des normes sans augmentation de salaire. Sous les caméras de journalistes venus de Berlin-Ouest, l'émeute ouvrière est écrasée par les tanks soviétiques. Dans un sursaut de lucidité, Bertolt Brecht propose sa solution. Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement, écrit-il, de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Il n'y a pas de journalistes étrangers à Poznan, en Pologne socialiste, au mois de juin 1956, mais seulement des policiers photographiant en cachette les ouvriers grévistes de l'usine de locomotives Staline. Nous voulons du pain, comme au XIXe siècle. La grève tourne à l'insurrection, l'armée polonaise intervient, il y aura 57 morts, dont une majorité d'ouvriers. Ce sont encore les ouvriers que l'on retrouve en première ligne 4 mois plus tard, quand la révolution éclate en Hongrie. Ils sont les premiers à prendre les armes pour réclamer la démocratie, le départ des troupes soviétiques et dans les usines, le pouvoir aux conseils ouvriers. Ils sont les derniers à les rendre quand l'armée soviétique écrase l'insurrection en faisant 3000 morts. C'est en Hongrie, en 1956, que l'on voit pour la dernière fois des ouvriers européens prendre les armes pour réclamer leurs droits. Alors qu'à l'Est, on envoie les tanks pour mater les ouvriers rebelles, à l'Ouest, on les apprivoise avec la voiture individuelle et toutes les autres récompenses matérielles que l'augmentation du niveau de vie leur permet désormais de s'offrir. C'est le moment où, dans les maisons des ouvriers, on peut se permettre pour la première fois d'avoir un lustre avec des gouttes en cristal. Ce que nous, les bourgeois, trouvons de très mauvais goût. À cette époque-là, les bourgeois s'inspirent plutôt du style suédois, avec ses lignes pures et son côté sobre. Les maisons des ouvriers, elles, sont surchargées de bibelots, de meubles. Pourquoi? Parce que l'ouvrier me dit « J'ai grandi dans une maison où il y avait une ampoule accrochée au mur, comme dans une étable.
En d'autres termes, désormais, le superflu devient un moyen d'affirmer sa dignité. On ne doit plus paraître pauvre, si on peut se le permettre. Moi, je ne mets pas de sucre dans mon café. Mais quand je menais mes entretiens, on me mettait toujours 3 cuillères de sucre. Parce que c'était une manière de dire, tu vois, nous pouvons nous permettre de mettre du sucre. 1963. Les ouvriers français qui regardent la télévision apprennent de bonnes nouvelles. Les quartiers ouvriers, leur dit-on, cèdent la place à des immeubles en copropriété où l'ajusteur côtoie le représentant de commerce, l'ingénieur, le cadre moyen. Tandis que dans les centres de vacances de la Côte d'Azur, de jeunes métallos partagent les bungalows tahitiens des filles de directeurs. Pour la toute première fois, on annonce ainsi aux ouvriers que la classe ouvrière a disparu. Pourtant, au même moment, la classe ouvrière française est à l'apogée. 8 millions d'ouvriers et 37% de la population active. Mais sa composition a changé. Dans ces quarts d'ouvriers de Peugeot à Sochaux, les OS sont majoritaires. Ce sont les ouvriers les moins qualifiés, les plus exploités. Des jeunes, des immigrés, des femmes. La chair à canon de toutes les chaînes de montage. Ce seront les éléments les plus radicaux de la révolte ouvrière de 1968. Contrairement à ce que l'on dit, la révolte n'a pas surgi par surprise dans une France assoupie. Toute l'année précédente avait été marquée par des grèves dures, des affrontements violents avec la police. Mais en mai-juin 68, le mouvement de grève paralyse tout le pays. C'est une affirmation de la puissance ouvrière, comme en 1936, la violence en plus. Car à la différence de 1936, les ouvriers radicalisés ont face à eux un gouvernement de droite. Le 11 juin 68 à Sochaux, les affrontements entre CRS et grévistes font 2 morts parmi les ouvriers. Mais il y a aussi d'autres images. Une femme de la ZUP, par exemple, raconte, elle était gamine, elle avait 15 ans, elle descendait voir son père qui était sur les barricades à Sochaux. Et il y avait la ZUP n'était pas construite, donc il n'y avait pas de bloc, et les pâtures descendaient pratiquement jusqu'à l'usine. Et il y avait un paysan qui était là, qui avait fauché, qui avait laissé sa faux dans un arbre. Et il l'avait pendu. Et les CRS couraient derrière les gamines, et il y en a un qui a empoigné la faux. Et son souvenir à elle, c'est de voir se rappeler du CRS qui courait derrière avec la faux dans la main. On dirait, tu sais, la peste au Moyen-Âge. Tu sais, non mais voilà, ce genre de témoignage, en fait. Tu te dis, voilà, c'était ça. Hein. Moi, j'ai d'autres copines là, qui avaient 15-16 ans et qui, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus rien, venaient à la sortie de l'usine, aller dans la rivière, donc il y avait la Lan à côté, ramasser les cailloux avec des seaux et les remonter au père qui les balançait sur la gueule des CRS. C'est des trucs comme... Et on voit bien le groupe ouvrier, comment il était constitué très différemment maintenant. Quoi. Voilà, c'était... tout le monde participait parce que c'était normal, c'était pas... Voilà, c'était des choses normales. Une usine française occupée à la fin des années 70. C'est le temps de l'insubordination ouvrière, du rejet de l'ordre de l'usine, de ses contraintes, des hiérarchies patronales ou syndicales. À l'usine Lick de Besançon, où le conflit se prolonge pendant plusieurs années, les ouvrières réinventent l'autogestion en remettant en route les machines pour leur propre compte. Et leurs paroles se libèrent. Dans mon secteur, je travaillais avec des hommes. Rien que des hommes. Il n'y a pas longtemps qu'il y a une femme qui est avec moi. C'était rien que des hommes. Mais les régleurs, c'était des hommes jeunes. J'aimais bien, je les aimais bien, parce ils n'ont pas la mentalité déjà des vieux. Des gentils.
Puis il y en avait un, enfin c'était un de mes chefs. Je l'aimais mieux, celui-là. Malgré que c'était mon chef, malgré que je n'aime pas les cadres, malgré... J'ai une adversité encore en plus pour eux. Oui, c'est établi quelque chose entre nous qui fait qu'on s'aimait bien. Bon, mais par la suite, ça s'est développé ça, et finalement, oui, je l'ai beaucoup aimé, cet homme-là, je l'aime encore beaucoup. Mais, dans le conflit, c'est un cadre. Et je le déteste. Parce qu'il ne se bat pas, parce qu'il reste tranquille chez lui avec les centaines et les centaines de mille francs de paye qu'il a. Et je voudrais pouvoir dissocier les deux. L'homme que j'aime, que je connais, qui est gentil, qui est prévenant, c'est un homme pour moi, là. Hein? Il a des conversations bien, et alors, quand on le voit de l'autre côté, c'est... Je le déteste, je ne peux pas dire un autre mot. Ces années de révolte ouvrière s'achèvent sur un coup d'éclat. Il a lieu, contre toute attente, en Pologne socialiste, au chantier naval de Gdańsk, qui se met en grève sous l'impulsion de l'ouvrière Anna Walentinowicz et de l'électricien Lech Walesa pour obtenir la création d'un syndicat libre et indépendant du parti au pouvoir. Une première absolue dans la sphère d'influence soviétique. Le nouveau syndicat atteint rapidement 10 millions d'adhérents. C'est son porte-parole, l'historien dissident Karol Modzelewski, qui lui donne son nom, Solidarność, Solidarité. C'était une révolution. On ne pouvait pas se tromper là-dessus. On s'est senti comme un personnage du tableau de Delacroix. La liberté qui conduit le peuple aux barricades. C'est un état d'âme de grand nombre de millions de personnes, de grandes masses, qui quittent leur attitude conformiste de tous les jours pour devenir les souverains de leur propre destin, et de leur propre usine, de leurs propres camarades, de leur propre pays. Maintenant, quand je suis vieux, je me rends compte que la révolution est soit impossible, soit elle tourne mal. Un révolutionnaire ne doit pas le savoir. Son ignorance lui donne des ailes, oui, et elle lui fournit des forces nécessaires pour demander et obtenir l'impossible. Tous les Polonais à l'époque connaissaient ces images de chars soviétiques écrasant en août 1968 le printemps de Prague, une tentative de démocratisation du régime en Tchécoslovaquie. La seule question pour eux était de savoir quand viendrait leur tour, et si cette fois-ci, les chars seraient soviétiques ou polonais. Ils furent polonais. Le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski décrète la loi martiale. Solidarność est interdit, ses leaders emprisonnés. Une centaine d'usines se mettent en grève. Les ouvriers occupent les ateliers, mais les tanks de l'armée défoncent les murs d'enceinte et chassent les grévistes désarmés qui n'ont d'autre choix que d'abandonner la lutte et de revenir au travail le lendemain. Après, il y avait des manifestations de rue. Mais c'est tout différent. La manifestation de rue, chacun y est séparé. Il n'y a pas de sujet collectif. Les manifestants, c'est une foule. Une fois la manifestation terminée, la foule se disperse. Et rien ne lie plus, dans le futur, les participants de cette foule entre eux. Ils ne sont plus la collectivité, la communauté. Pour être capable à la grève, il faut être en communauté. Si la communauté cesse d'exister, fini. C'est fini. 3 ans après l'écrasement à l'Est du plus jeune des grands syndicats, vient à l'Ouest le tour du plus ancien. Le NUM, le syndicat national des mineurs anglais, lance en mars 1984
une grande grève pour empêcher la fermeture de 20 puits de mine. C'est l'occasion qu'attendait la première ministre Margaret Thatcher pour briser la puissance des syndicats anglais. Après un an d'affrontements, 11 000 arrestations et 200 condamnations, les mineurs, à bout de ressources, reprennent le travail sans avoir rien obtenu. Le socialisme et l'ultralibéralisme, pour une fois solidaires, dans leur détestation de l'autonomie ouvrière. Après cela, le mur de Berlin pouvait bien s'écrouler. Comment avez-vous décidé de devenir historien de la classe ouvrière? Ça vient sans doute de mon père. Il travaillait à la chaîne chez British Leyland à l'époque où il fabriquait les Triumphes. Il rentrait à la maison avec des anecdotes sur sa journée de travail à la chaîne. D'un côté, on sentait qu'il aimait vraiment travailler. C'était un bourreau de travail, toujours à faire des heures supplémentaires. Mais il y avait un autre aspect de la vie professionnelle de mon père. C'était sans aucun doute l'aliénation. Celle d'un travail à la chaîne abrutissant dans l'industrie automobile. C'est sans doute depuis cette époque que j'essaie de comprendre la vie de mon père en tant qu'ouvrier et ce que le travail représentait pour lui. Mais aussi ce que la perte de son travail a représenté. Il s'est fait licencier de cette usine à l'âge de 45 ans. Il était encore jeune. Et il a passé les dernières années de sa vie à exercer des petits boulots précaires. Il a été chauffeur de taxi un moment et il a fini homme de ménage dans une usine. On sentait chez mon père cette impression de détérioration, de dégradation, et aussi l'impact qu'avait eu la perte de son travail et la rupture. Oui, la rupture qu'a représenté pour lui son licenciement, d'avoir été mis à la casse, comme il aurait dit. Être mis à la casse, c'est le sort commun de dizaines de millions d'ouvriers européens depuis les années 70 du XXe siècle. Le moment où les entreprises ont déserté les grandes régions qui avaient porté la révolution industrielle, leur technologie vieillie, leur main-d'œuvre combative, pour aller chercher toujours plus à l'est des travailleurs plus dociles et moins payés. Et partout, on peut voir les mêmes ruines, recyclées dans le meilleur des cas en sites touristiques. Étrange lieu de mémoire, célébrant à la fois l'exploitation et l'ancienne fierté ouvrière, comme cette grande aciérie allemande, fermée en 2004 et transformée en musée. Au pied du haut fourneau, il y a ces empreintes de pas, mises sans doute là pour guider les visiteurs. Mais comment ne pas penser à ceux qui sont partis ? Une petite usine de chaussures à Romans. Elle survit. Mais dans l'atelier, la plupart des machines sont à l'arrêt et les chaises sont vides. Pourtant, l'image est trompeuse. Les ouvriers en France représentent toujours 1/5 de la population active. Mais ils sont devenus invisibles, dispersés, fragmentés, dévalorisés, ubérisés, comme on dit aujourd'hui. Ce qui a disparu, c'est une identité. Une identité devenue une conscience devenue une force. Les gens ne se définissent plus comme prolétaires. Ils se définissent comme, même plus trop comme ouvriers. Ils se définissent comme le poste auquel ils sont affectés. Donc ça peut être ceux de la crevette, ceux du poisson, au sein de la même usine, ceux du dépotage, ceux du chargement, ceux de la congélation, ceux du poisson pané. À l'abattoir, c'est ceux du cochon, ceux du bœuf, ceux de la coupe, ceux du désossage, ceux de la tuerie, ceux des abats. T'as même pas au sein de la même usine
Cette idée de dire on est tous dans la même galère. Ernesto De Martino, un grand anthropologue italien, raconte qu'un jour, voyageant en Calabre, il a fait monter un paysan du coin dans sa voiture pour qu'il lui indique le chemin. Mais quand ce paysan s'est rendu compte qu'il ne voyait plus le clocher de son village, il a été pris de panique. Aujourd'hui, le clocher a disparu. C'était peut-être l'Union soviétique, ou bien le parti, ou l'usine, mais le fait est que le clocher a disparu. Et nous sommes tous comme ce pauvre paysan, que l'on soit ouvrier ou pas. Pour moi, c'est encore un mythe, ou du moins la mémoire d'un mythe. L'ouvrier. Oui. Mythe représentant quoi? Pardon? Un mythe qui représente quoi? Un mythe qui représente l'incarnation des gens opprimés et des gens qui sont porteurs de l'espoir de changement qui va éliminer l'oppression. Si vous voulez, c'est la profession des foi révolutionnaires du XXe siècle, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que la classe ouvrière va se reconstituer? Elle est maintenant en disparition. En disparition, peut-être pas définitive, peut-être pas totale, mais quand même en disparition. Ça pose des problèmes. Sa disparition pose des problèmes très sérieux à nous autres, les êtres humains, partout. Parce que le monde automatisé pose des problèmes. Le monde globalisé pose des problèmes, sérieux problèmes. Mais je ne sais pas vous dire plus parce que je ne suis pas prophète. Et je ne veux pas être prophète.